première conférence du cycle initié par l'agence d'urbanisme. Quelques mots d'introduction pour vous dire que l'espace médiatique, l'espace technique, l'espace politique est occupé par le climat ces derniers temps, ces dérèglements qui sont à l'origine de profondes mutations à venir. La loi climat et résilience en août dernier, la COP26 plus récemment ou plus trivialement, les épisodes extrêmes que nous avons connus sur le territoire l'été dernier montrent d'une certaine manière les limites de notre modèle de société. L'engagement de notre pays, de ses politiques publiques en faveur des grandes transitions interpelle aujourd'hui tous les acteurs du territoire et l'agence d'urbanisme ne fait pas exception et n'est pas à l'écart de ces réflexions. Parmi nos missions, à l'agence, nous avons la diffusion de la connaissance en matière d'urbanisme, de l'innovation, l'appui aux politiques publiques, c'est notre ADN, notre cœur de métier, et c'est dans ce cadre et dans celui d'une certaine manière de l'urgence climatique, des mutations sociétales qui s'annoncent et du renouvellement des paradigmes des politiques publiques autour de la fabrique de la ville et de l'urbanité que l'agence a inscrit à son programme de travail ce nouveau cycle de conférences intitulé « Vers la neutralité carbone, par quels moyens opérer l'ambition ?» Alors ce cycle, comme les précédents d'une certaine manière, se veut être un carrefour d'échanges d'idées, d'expériences qui pourront contribuer à nourrir les réflexions des uns et des autres, modifier nos comportements, pourquoi pas diminuer notre empreinte carbone et pourquoi pas adapter des pratiques à nos territoires. Ce cycle, ce sera 4 conférences. La première a lieu ce soir et elles viendront rythmer les mois à venir. Je suis en visio, tu prendras plutôt vers la fin du premier trimestre. Un certain nombre de dates sont encore en cours de… S'il te plaît, s'il te plaît. OK. Pour la conférence de ce soir, cette première de ce cycle, nous avons choisi d'évoquer l'étalement urbain. C'est une notion présente dans les politiques publiques de longue date, mais la loi d'août dernier a cette fois nettement programmé la fin de l'étalement urbain à travers l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Fatalement, ça va changer le modèle dominant de l'urbanisation depuis des siècles, voire plus. La croissance quasi continue des villes. Pour mémoire, Paris a démarré dans l'île de la Cité et il n'y a pas si longtemps, Reims était à l'intérieur de ses remparts. Nous en sommes bien loin aujourd'hui. Pour évoquer ce sujet, nous avons invité Sylvain Grisot à venir s'exprimer sur l'urbanisme circulaire et les alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Je vais le laisser se présenter lui-même, il fera ça beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Juste vous signaler, parce que finalement, ça va être au cœur, j'imagine, de sa présentation, l'ouvrage dont il est l'auteur sur, alors de loin, je ne sais pas si vous le verrez, mais en voici le titre, « Manifeste pour un urbanisme circulaire » pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Vous voyez que nous sommes vraiment au cœur du sujet que nous avons choisi d'évoquer. Donc, merci d'accueillir M. Grisot et à vous la suite de cette soirée. Écoutez, merci pour l'invitation. Alors, je ne vais pas passer plus de temps à me présenter, mais juste dire d'où je parle. En fait, ça fait bien longtemps qu'on parle de construction de la ville sur la ville. Alors moi, je ne fais pas ça depuis la SRU, mais depuis une quinzaine d'années quand même. Et je ne fais plus que ça depuis 6 ans, depuis que j'ai créé ma structure qui s'appelle Dixit.net. Alors, je ne fais pas exactement plus que ça, puisque j'ai aussi une activité en parallèle d'enseignement et de recherche. Enfin, j'ai des collègues qui sont des vrais chercheurs qui disent que je fais de l'action-recherche et pas de la recherche-action. J'aime beaucoup ça, c'est-à-dire c'est plutôt une question de monter en généralité d'une pratique terrain, alors de ma pratique, de notre pratique plus globalement, ce qui m'a fait commettre en effet un un petit bouquin, enfin plutôt je voulais qu'il soit petit, mais il s'est un peu épaissi à l'usage, parce que j'ai découvert plein de choses. Donc je ne vais pas vous asséner les conclusions de l'ouvrage, parce que je ne suis pas certain qu'il y en ait. C'est plutôt le début d'une réflexion, et j'ai fait, en l'écrivant finalement, pas mal de découvertes, et c'est une réflexion qui est encore en cours, c'est un travail notamment de collecte, d'observation et d'écoute, qui est encore en cours. Alors,
je vais vous raconter ça. Finalement, le constat d'une impasse, alors vous le savez tous, on est de plus en plus nombreux sur la planète, même si à un moment, ça va bien se calmer un petit peu. Mais la part des urbains dans la population est elle aussi croissante. Ça veut dire qu'on a d'autant plus d'urbains aujourd'hui. Et il y a une forme de logique, une équation évidente. Qui dit plus d'urbains, dit plus de villes, en tout cas plus de surface de ville. Donc, on a cette image qu'on connaît bien, hein, qui est l'avancée progressive des limites de la ville, l'aménagement progressif de la campagne avec une version un peu moins bucolique, hein, qui pourrait être celle-ci. Alors, normalement, enfin, en tout cas, si j'étais ministre, hein, je parlerais avec une unité qui est le département. Depuis des années, on parle de consommation de la surface d'un département tous les 7 ans, disaient certains, tous les 10 ans plutôt. On a tendance à affiner hein, ces dernières années avec l'idée d'avoir un département comme la Drôme tous les 10 ans. Alors déjà, le département, ce n'est pas une unité de surface. Hein, je me permets de le préciser. Pour être prof aussi en parlait. Donc, si je prends la surface d'un département métropolitain moyen, ce qui me permet de sortir la Guyane, hein, qui fausse pas mal les statistiques, en fait, j'ai une très très bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous faut pas 10 ans pour consommer l'équivalent d'un département, il nous faut à peu près 20 ans. Hein. Ça fait quand même 25 à 30 000 hectares par an. Oui, 25 à 30 000 hectares par an, ce qui fait quand même une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans, ou 5 stades de foot toutes les heures. Donc, ce n'est pas complètement négligeable. On est sur un phénomène qui est un phénomène massif qui, pour autant, donne pas lieu à des manifestations dans les rues, ou très peu, et qui est localisé. Hein, on a bien une géographie de cette croissance de la ville qui recoupe la géographie qu'on connaît des territoires attractifs. Hein, donc, on retrouve notre logique, plus d'habitants égale plus de villes dans les métropoles attractives, dans le littoral, dans l'Île-de-France, dans les secteurs, dans certains secteurs frontaliers, etc., etc. Jusqu'ici, tout va bien. Alors là on parle d'ENAF, hein, de consommation d'ENAF. Donc, c'est pas le pâté ENAF, hein, c'est bien le changement d'usage des sols. C'est la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais si on zoome un petit peu dans cette fameuse équation, en fait, on s'aperçoit qu'on a une forme de disproportion. En fait, la ville grandit 3 fois plus vite que la population du pays. Si on zoome même à une échelle régionale, en fait, on s'aperçoit qu'on a une forme de décorrélation entre les deux. Si on compare deux régions, hein, la Bretagne et la Normandie, qui globalement ont des surfaces équivalentes et des profils de consommation équivalents, ces 10 dernières années, ces deux régions ont consommé, bon an, mal an, 20 000 hectares en 10 ans, avec des rythmes très très proches. Or, il se trouve que pendant cette période-là, la Bretagne a accueilli 185 000 habitants, pendant que la Normandie en accueille 34 000. En fait, on peut avoir des consommations très différentes. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Cette équation plus d'habitants égale plus de villes n'existe pas. Hein. On a ça dans la tête comme une évidence. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous pousse à consommer ce sol de façon à pouvoir accueillir des habitants. En fait, on a un quart de la consommation de sol pour les usages d'habitat. Donc, je suis en train de parler de surface de lotissement, hein, tout simplement, qui sont consommés dans des communes qui perdent des habitants. Il n'y a pas de proportion entre les deux. Cette équation qui structure notre pensée n'existe pas. Pour autant, elle a quelques impacts. En fait, la fabrique de la ville est au cœur des 3 crises du siècle. Hein, ce siècle, qui, comme vous le savez, vient de commencer, parce qu'on a une fin de XXe siècle avec retard. Le XXIe siècle a sans doute commencé en 2020 avec la pandémie, comme le XXe siècle a commencé en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Mais c'est déjà le siècle des crises, les crises du climat, mais aussi la crise des ressources et des biodiversités. On oublie celle-là assez souvent. La biodiversité, évidemment, la fabrique de la ville, avec cet accroissement, cet étalement de la ville, hein, ça touche directement les milieux ou ça vient les fragmenter. Ça touche aussi notre capacité, notre résilience alimentaire au travers de la consommation de sol. On consomme essentiellement des terres agricoles. Quand on dit consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, en fait, c'est surtout des consommations d'espaces agricoles. On fait la ville essentiellement sur du sol agricole et l'essentiel de la perte de sol agricole, ce n'est pas l'extension de la forêt, mais c'est bien l'extension de la ville qui en est le responsable. Alors, ça tombe assez mal parce que c'est au moment où à la fois on doit assumer les impacts du dérèglement climatique sur notre productivité, à une période où on n'a plus de gains de productivité agricole depuis le début des années 2000 et où on doit aussi entamer une forme de transition vers l'agroécologie qui
a priori, il devrait nécessiter aussi plus de sol pour la même production. Sauf que, attention, on n'est plus sur une capacité exportatrice de la France, on a aujourd'hui un tiers des sols qui nous nourrissent qui sont au-delà des périmètres de l'Hexagone, au-delà des frontières nationales. Ça veut dire qu'on a bien des enjeux de sécurité alimentaire liés à la présence ou pas de sol pour produire. On a aussi des coûts qui sont associés à cet étalement de la ville. Faire la ville diluée, ça coûte plus cher. Alors, ça coûte plus cher à l'investissement, ça coûte plus cher aussi à la gestion-exploitation. Alors, il se trouve qu'on a des modes de financement de l'aménagement, mais aussi des modes de financement des services publics qui ne montrent pas de façon transparente à la fois ces coûts d'exploitation derrière l'investissement, mais aussi le fait qu'un bus à moitié vide qui tourne au diesel dans la campagne coûte par passager transporté beaucoup plus cher qu'un tramway qui est plein, évidemment. Et c'est pareil pour une école, c'est pareil pour un réseau d'assainissement, etc., etc. En fait, l'essentiel des services et des infrastructures urbaines sont associés à des logiques d'économie d'échelle. Ça veut dire que quand on dédensifie, on a des coûts qui sont plus importants. Alors aujourd'hui, c'est une menace sur les finances d'un certain nombre de collectivités locales qui ont surinvesti sur l'extension des réseaux, par exemple, au détriment de l'entretien des réseaux principaux. Et puis, on a créé une forme d'urbanisme à fragmentation. C'est sans doute l'échec des 20 dernières années qui fait qu'aujourd'hui, on a une forme de polarisation finalement des richesses dans le territoire, avec une concentration de la misère dans certains quartiers, mais aussi une éviction au périmètre à distance des métropoles les plus attractives, éviction des familles, et notamment des familles aux revenus normaux, ceux dont certains se sont aperçus qu'ils étaient essentiels pendant la pandémie à faire tourner nos hôpitaux, mais aussi nos villes. On le voit ici à Toulouse, vous voyez en haut, on a la ville de Toulouse, et puis on a les différentes tranches d'âge qui sont affichées en déficit ou en bénéfice. La question, c'est qui vient dans la ville de Toulouse une fois qu'on a enlevé les décès, les naissances. En fait, ne viennent à Toulouse que les étudiants. On est déficitaire sur l'ensemble des autres tranches d'âge, notamment les enfants et leurs parents, qui souvent déménagent ensemble, vous l'avez remarqué. Alors, où est-ce qu'ils vont? Ils ne vont pas dans la métropole administrative, Toulouse Métropole, la trentaine de communes autour de la ville-centre, ils vont dans la zone d'emploi. On va les retrouver beaucoup plus loin, dans un processus qu'on connaît très bien, qui fait que dans un parcours d'acquisition, dans une recherche de jardin, quand on ne peut pas se payer la proximité, on s'éloigne. On s'éloigne et on vient nourrir, évidemment, on vient alimenter les bouchons du matin. Et puis, on est, avec l'étalement urbain, dans une forme d'impasse climatique. Alors, on a plus de la moitié de notre budget carbone qui est associé à l'endroit où on travaille et l'endroit où on habite. Le logement, 24% de notre budget carbone, qu'on est censé diviser par 6 d'ici 2050 pour mémoire, mais aussi le transport. On a une impasse qui est associée au fait que par l'étalement urbain, on construit du neuf nécessairement. Donc, on vient là-dessus avoir un crédit carbone, finalement une émission carbone qui est associée notamment à la consommation de béton, consommation directe, direct aussi lié à l'habitat, mais aussi indirect lié à la mobilité. Qui dit éloignement dit surmobilité automobile et donc émissions carbone, entre autres. Puisqu'en fait, on a aussi une forme d'asphyxie de notre système automobile en s'appuyant sur une distance croissante, en s'appuyant aussi sur un nombre de véhicules en circulation croissant, plus un tiers en 20 ans. Et on n'a pas rajouté un tiers de route, un tiers de parking ou un tiers de la surface au pays, et on n'a pas un tiers de ménage en plus. En fait, on nous vend l'image du dessus et on vit l'image du dessous. On est sur une asphyxie du système au sens propre comme au figuré. Finalement, l'usage de la bagnole, le surusage du système automobile, c'est une conséquence de l'étalement urbain, mais c'est aussi sa cause. On est face à une boucle de rétroaction. Alors, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, avec la Ford T. La Ford T qui vient amorcer, qui est le symbole finalement de deux choses, du début de l'ère automobile, mais aussi de l'industrialisation des processus de production. Ce n'est pas une innovation technologique, c'est plutôt une innovation dans le process, avec d'un côté la standardisation. Henry Ford le disait très bien, les Américains ont le choix de la couleur, donc c'est du noir. Standardisation qui permet d'industrialiser le processus. Chacun a sa place, chacun fait une chose, mais elle fait très bien, et ça permet d'optimiser et donc de baisser les coûts et de massifier la production. C'est ça l'industrialisation. On garde ça en tête parce qu'en fait, on fait comme ça la ville aujourd'hui. On a spécialisé les postes de travail, on a minimisé les relations entre ces différents postes de travail-là, et on a donc, pour ça, standardisé aussi les produits urbains.
Alors, 1908, on le retient, c'est le cœur de la Révolution. Alors, on pourrait croire que ça s'est passé comme dans nos poches avec l'irruption de l'iPhone. 1900, on est sur la 5e avenue, c'est le jour de Pâques à New York, donc on parade. On se montre, donc il y a des photographes, donc on a des traces historiques. 1900, on a déjà une voiture au milieu des calages. 1913, on a une calèche au milieu des voitures. Une vraie révolution. On pourrait croire que ça s'est passé comme ça en douceur et que finalement, la rue américaine a juste changé de véhicule. En fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les années 20 et les années 10 déjà sont le théâtre d'une hécatombe. On a le premier mort aux États-Unis, un piéton écrasé par une voiture. En 1899, le médecin qui est intervenu sur place a dit « J'espère qu'on ne reverra jamais ça ». 1920, on a 14 000 morts par an dans les rues américaines. C'est l'hécatombe parce qu'on a un véhicule rapide qui vient dans un système qui n'était pas hiérarchisé, pas organisé pour ça, et sur lequel, bon an, mal an, les piétons, les vélos, les calèches, les chevaux circulaient à petite vitesse, un peu n'importe comment, dirait-on aujourd'hui. Et je vous invite à regarder les vidéos, les films recolorisés du début du XXe siècle aux États-Unis, mais comme en France, on a l'impression d'avoir des piétons fous qui traversent n'importe comment. Pas du tout, c'est juste des piétons qui traversent. Et ça se passait plutôt correctement. Alors, il a fallu aller monter une campagne de communication. Il y avait un vrai travail d'ingénierie sociale qui a été mis en œuvre à l'époque, notamment pour lutter contre des vraies formes de résistance. Il y a des débats aux États-Unis dans certains parlements sur lesquels l'hypothèse de l'interdiction de la voiture en ville est évoquée. L'hypothèse de l'obligation de l'imposition de limiteurs de vitesse est aussi évoquée. Pour éviter ça, cette catastrophe-là, l'industrie automobile, dans sa globalité, se mobilise et montre une campagne de communication dont on ferait bien de s'inspirer aujourd'hui. On invente un personnage, Mr. J. Walker. J, c'est le Pecno. Mr. J. Walker, le Pecno qui traverse, plus exactement, c'est celui qui ne sait pas vivre dans la ville. Et on retourne la responsabilité de l'accident. Ce n'est pas la voiture qui écrase Mr. J. Walker, c'est J. Walker qui traverse n'importe où. Et depuis, on a l'invention de ce mot-là. Le jaywalking aux États-Unis, c'est traverser n'importe comment, c'est dans le dictionnaire. Et c'est une campagne, alors qui est loin d'être la campagne contre le SMS au volant en France, c'est une campagne extrêmement vive. Il faut exterminer Mr. J. Walker et toute sa famille. C'est des parades dans la rue, c'est des affiches, c'est des statues sur lesquelles on met des squelettes. Et ça marche. Ça marche avec comme date clé, à mon sens, 1925, la première législation qui vient hiérarchiser l'espace public, qui vient repousser le piéton sur son trottoir et l'obliger à traverser au bon moment, au bon endroit, et finalement qui commence à spécialiser, à adapter la ville. Le début de l'adaptation de la ville à la voiture, c'est 1925, on est à Los Angeles, on est à l'épicentre de la culture automobile. C'est-à-dire qu'on a commencé à adapter la ville à la voiture il y a moins d'un siècle. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Et c'est là aussi, on a le croisement des courbes entre le nombre de chevaux en circulation et le nombre de voitures en circulation autour de 1925. C'est aussi en 1924 qu'on invente les premières boîtes de nourriture pour chiens. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, après les piétons, les deuxièmes victimes de l'éruption de la voiture dans la ville, c'est les chevaux. Et on va les mettre dans les boîtes. Troisième victime, c'est les tramways électriques qui vont être évincés des rues américaines à partir des années 30 et remplacés par des bus à essence, par un travail très coordonné, dirons-nous, autour de General Motors. Sauf que là, je ne vous ai toujours pas parlé d'étalement urbain. En fait, il ne se passe rien avant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Le modèle du suburb, il est inventé après la Seconde Guerre mondiale par un des fils Lewitt. Lewitt & Sons, c'est une entreprise générale de construction, dirait-on en France. Il faisait de la maison. Il faisait de la maison en ville, comme tout le monde, et il décide de transposer ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu comme soldat dans le génie américain, puisqu'il a vu la capacité du génie américain à suivre les troupes, et notamment à préfabriquer, industrialiser la production de baraquements, de façon à accélérer et à suivre les troupes américaines et les avancer en Europe. Et donc, il décide de standardiser. Il s'inspire de l'industrie automobile, standardiser la production de logements. Donc, on a des modèles, d'ailleurs des modèles annuels, comme dans l'auto. Et pour ça, on a besoin d'un foncier standard pour installer des maisons standards. Et donc, il sort de New York. New York qui a été équipé d'un réseau autoroutier dans les années 30. Et ils font l'acquisition sur Long Island de champs de patates et de champs d'oignons, sur lequel ils installent les premières Lewitt Town. Donc, c'est un modèle qui est créé à ce moment-là, sur lequel on retrouve l'initiative privée. C'est eux qui font l'acquisition de terrain, la dépendance à la voiture, puisqu'on habite là, mais on va
avec la voiture, on va ailleurs, donc c'est la monofonctionnalité. Hein. On a ce tracé urbain dès le début qui est présent. On a la standardisation du logement, et puis de façon sous-jacente, on a aussi des éléments qui sont moins visibles mais extrêmement importants. Déjà des spécialisations sociales. Les premières Louis Vuitton sont réservées aux Blancs, et en fait sont réservées aux anciens combattants blancs. Anciens combattants parce qu'ils bénéficient de garanties d'emprunt par l'État fédéral américain. Et on invente, à la toute fin des années 40, l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale, comme on dit en France. Alors, ironie de l'histoire, 2007, Lewis Thompson a fait sa fortune sur l'invention de ce modèle du suburb, et 2007, c'est la crise de subprime, donc le surendettement des ménages américains pour l'acquisition de la résidence principale, et Lewis Thompson se fait faillite. Pour autant, entre les deux, le modèle s'est diffusé, mais très lentement. C'est un modèle qui s'invente vraiment à la toute fin des années 40 et qui se diffuse vraiment dans les années 60, avec l'extension du réseau autoroutier et un grand plan d'investissement à partir de 1956 qui est lancé par Eisenhower. Alors la transposition en France, elle est encore plus tardive. Ça commence vraiment avec des copier-coller de la maison Phoenix dans les années 60, mais ça décolle vraiment quand décollent les investissements autoroutiers, au tout début des années 70, et surtout quand on a un virage sur l'aile de l'État qui abandonne les politiques de la reconstruction, donc c'est le locatif, l'appui sur des acteurs publics que sont les bailleurs sociaux, et puis la figure du grand ensemble. Et donc on a à la fois les fameuses circulaires ni tour ni barre qui viennent abandonner le modèle, la forme urbaine du grand ensemble, mais aussi l'émergence d'une alternative. Et donc là, c'est plus du locatif, c'est la naissance d'un slogan, une France de propriétaires, qu'on va encore entendre sans doute dans les prochains mois. C'est l'émergence du modèle pavillonnaire, du rêve pavillonnaire qui est un rêve créé à cette époque-là, notamment au travers de la Chalandonnette, Albin Chalandon qui lance ça, en s'appuyant non plus sur des acteurs publics, mais des acteurs privés, dont certains ont fait fortune et font partie des grandes majors aujourd'hui. Alors, politique de droite, à l'évidence, et de gauche. C'est le en même temps de l'époque, puisque ça décolle vraiment au milieu des années 80, à partir du moment où, au travers des lois de décentralisation, 82-83, on donne les clés du POS, l'ancêtre de nos PLU, aux maires, qui font le job de créer finalement le foncier, qui permettra aux lotisseurs de proposer aux Français la maison pour qu'ils deviennent propriétaires. C'est là où on a l'inversion des courbes démographiques de ces communes qui ont encaissé l'exode rural et qui, là, à ce moment-là, trouvent un modèle à la fois pour accueillir du monde, mais aussi pour garder les services publics ouverts, pour garder les classes, etc. etc. Et on a, dans un certain nombre de communes, nombreuses en France, une inversion de la courbe et une nouvelle attractivité. On retrouve ça dans ces zones en rouge, ces secteurs où on habite, où on dort, mais où on ne travaille pas. Ce qu'on appellera plus tard le périurbain, on voit bien qu'on est sur une extension très tardive. En fait, ça commence vraiment au milieu des années 80. On est donc sur un modèle qui nous paraît éternel, parce qu'on a tous toujours connu que ça, mais qui est un modèle très récent. Et c'est là où on arrive à l'impasse. Alors, le problème, c'est que ce que je viens de vous raconter, on en parle depuis longtemps. En 2000, on a la loi SRU qui ne parle pas de réchauffement climatique, mais tout le reste, elle en parle, et elle crée le PLI. Donc, elle crée aussi des outils. Télérama titre sur la France moche en 2010, il y a un grand débat dans la profession, mais qui globalement ne sort pas le cercle des professionnels et des lecteurs de Télérama, ce qui ne fait pas quand même la majorité des Français. Et puis, en fait, quand on regarde la courbe de cette fameuse consommation des NAF, on s'aperçoit que, même si on a eu, je ne sais pas, 4-5 grands textes de l'urbanisme depuis 2000, il y a deux choses qui ont eu un impact sur cette consommation de sol, sur l'étalement urbain. C'est un, la crise des subprimes. Donc, une fois de plus, on importe un modèle américain avec son effet, son effet secondaire de la crise sur la dette française de l'État et son impact sur les finances des collectivités locales. Première baisse autour de 2011-2012 et deuxième baisse, c'est l'imminence des élections municipales de 2020 avec un coup de frein des élus locaux sur les permis de construire. Autant vous dire que pour le moment, on est sur une impuissance réglementaire. Nouvelle couche avec cet été, la loi climat résilience et le zéro artificialisation nette. Alors, il n'y a pas de logo officiel, j'ai trouvé que ça. Donc, qui marque un cap très clair, très net, avec trois problèmes. Le Z, zéro, on commence par du quantitatif. Le A, l'artificialisation, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et le N, le net, qui induit des logiques de compensation. Moi, je ne sais toujours pas comment on recrée un champ dans lequel on va cultiver des salades sur un ancien sol pollué d'une friche industrielle. Mais peu importe. En tout cas, le cap est donné et c'est important. Pour autant, on n'est pas sur un problème réglementaire.
En fait, c'est là l'erreur qu'on fait sans doute depuis 20 ans. C'est qu'on pense qu'on est face à un problème réglementaire, une question de réglage de curseur, alors qu'on est sur un problème systémique. C'est un problème de modèle. On a inventé un modèle dont il faut qu'on sorte en prenant les alternatives très concrètes à ce modèle-là. C'est ce modèle inventé dans les années 70 qui décolle vraiment au milieu des années 80, l'étalement urbain. Le modèle qui vient dissocier les fonctions, les éloigner par l'infrastructure routière et finalement faire une forme de vie diluée parce que tout ça prend de la place, hein, le parking, les routes, etc. etc. C'est quelque part la ville facile. Hein. On a une monoculture automobile qui vient dessiner nos rues, mais aussi nos logements, mais aussi nos territoires. On a une forme de standardisation des produits immobiliers qui nécessite d'avoir du foncier standard, donc on sort et on vient conquérir un nouveau foncier via l'étalement urbain et on a une priorité donnée aux grandes opérations hein, qui permettent les économies d'échelle, grandes opérations à l'extérieur ou au renouvellement urbain. Et puis cette priorité donnée systématiquement au neuf. Hein. Au neuf, notamment par rapport au réemploi. Alors, l'urbanisme circulaire, qu'est-ce que c'est d'abord? Alors, ce n'est pas ça, je vous rassure, ce n'est pas une forme de la ville, c'est évidemment l'idée d'avoir une forme de transposition des principes de l'économie circulaire à la fabrique de la ville. En fait, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est ça. Alors, évidemment, c'est schématique, mais notre fabrique de la ville, l'urbanisme, parce que pour moi, ce n'est pas une discipline, encore moins une science, c'est un processus. Pour fabriquer la ville, on vient consommer plein de ressources matérielles, de l'énergie, mais aussi des ressources immatérielles. Et c'est l'espace, notamment ces espaces agricoles, cette surface qu'on appelle le foncier dans la profession. Ces 25-30 000 hectares par an, c'est déjà un problème. Et puis, on a un deuxième problème, c'est que cette ville industrialisée, standardisée, elle est suroptimisée. Elle est très efficace dans sa mode de production et donc, elle est soumise à des formes d'obsolescence programmée. Et on a une génération derrière d'espaces vacants, de friches, de logements délaissés, d'équipements publics sous-utilisés, etc. etc. L'urbanisme circulaire, il vient proposer finalement des alternatives à la consommation de nouveaux sols pour répondre à un nouveau besoin. Quand on a un nouveau besoin, comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins-là dans les espaces urbains existants? Alors, on est plutôt sur la logique anglo-saxonne de l'économie circulaire, sur laquelle on a plusieurs boucles. L'économie circulaire, ce n'est pas le recyclage, c'est le recyclage et d'autres boucles, c'est le réemploi, etc., etc. Et plus la boucle est courte, plus elle est efficace. Donc, la première des boucles, c'est l'intensification des usages, c'est finalement mieux s'organiser pour ne pas construire. Éviter de construire en trouvant dans les bâtiments existants la réponse à nos besoins, quitte à se réorganiser. La deuxième boucle, c'est ne pas déconstruire, parce que déconstruire, c'est faire des déchets, mais aussi perdre tout le carbone qu'on a investi dans une structure béton, par exemple. Ne pas déconstruire, c'est donc avoir des transformations lourdes, mais des bâtiments qui existent déjà. Et puis, si on n'a pas trouvé la réponse à nos besoins là-dedans, dans des bâtiments déjà présents, on a les deux autres boucles, la densification, construire plus dans des espaces déjà urbanisés, et le recyclage, passé par les boucles de démolition-reconstruction. Là, on est plutôt à l'échelle de l'aménagement. Et puis, la cinquième boucle, celle d'en bas, c'est la renaturation. C'est admettre qu'on a un certain nombre de sols urbains qui ont vocation à retrouver des usages agricoles ou naturels à l'avenir. Alors, il y a une petite urgence à avancer parce qu'il nous faut adapter la ville aux enjeux qui pointent, notamment nos enjeux de 2050, l'adapter au réchauffement climatique, mais aussi à d'autres évolutions. Or, on a déjà 80% de la ville de 2050 autour de nous. Le taux de renouvellement, il est extrêmement faible aujourd'hui de la ville. On n'a pas vocation à l'accélérer. De toute manière, on n'a pas les ressources matérielles pour le faire. Sauf qu'on passe 80% de notre temps à discuter du neuf, alors que c'est que 20% de la solution. Donc, très bien, il faut faire ça bien. C'est 20% qui nous reste à faire, peut-être 20, peut-être que 15 d'ailleurs. Il faut le faire vite, très bien, mais surtout, il faut retourner notre regard et regarder la ville déjà comme étant la question à laquelle il faut qu'on réponde. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a rien à inventer. Moi, j'ai rien à inventer et finalement, j'ai passé la moitié de mon bouquin à donner la parole à des gens qui font déjà. Comme d'autres font de la prose, ils font de l'urbanisme circulaire sans se revendiquer, et tant mieux. Ils le font déjà, mais en même temps, tout reste à faire parce que ça reste des projets pionniers, des projets exemplaires, des projets démonstrateurs, etc. Aujourd'hui, ça ne fait pas système. La question, évidemment, ça va être de changer de système en massifiant ces solutions. Alors, visitons un petit peu quelques-uns de ces pionniers. Je vous le disais, première des boucles, intensifier les usages, c'est ne pas construire. C'est mieux utiliser finalement les temps de la ville. Les urbanistes travaillent beaucoup sur l'espace, sur la construction. Parlons aussi du temps et de l'organisation. L'urbanisme transitoire, c'est ça. C'est finalement prendre acte du fait qu'un bâtiment, il passe globalement 10%
sa durée de vie vide, parce qu'il attend ses premiers occupants, il attend sa réhab, il attend sa déconstruction. Eh ben, si on s'organise différemment, si on vient réadapter de façon mineure les locaux, on peut donner à ces 10% de vie finalement un usage. C'est autant d'usages qui sont là et donc qui ne sont pas ailleurs, qui ne nécessitent pas d'autres bâtiments. Mais on peut aussi adapter ça, par exemple, aux cours d'école, qui pourraient être des espaces publics pour les gamins du quartier, le soir, le week-end. C'est ce qui se fait dans des petites communes comme Montréal, par exemple. Ou on peut aussi utiliser, pourquoi pas, les salles de classe, comme dans cette école à Noirmoutier, qui depuis 15 ans crée des logements touristiques dans ces 8 salles de classe tous les étés. Donc, c'est 8 logements touristiques vides toute l'année qui n'ont pas été construits. Et puis, c'est aussi une école qui n'est pas vide tout l'été. Et c'est des ressources supplémentaires aussi pour l'école qui peut payer ses menus travaux grâce à ces recettes. On est bien sur cette logique de réappropriation des temps, sauf qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est plus facile de construire un nouvel équipement public en périphérie tout neuf et d'inaugurer, que de venir poser des questions assurantielles, des questions d'organisation, des questions de partage de clés, etc. etc. À l'époque, nous impose aussi ces questions-là d'optimiser l'usage de ce qui est déjà. Le deuxième des boucles, c'est la transformation de bâtiments existants. Alors, on a évidemment des transformations de bâtiments emblématiques, du patrimoine, mais se pose la question du patrimoine réel, mais qui n'est pas historique, qui n'est pas visible, qui est le patrimoine banal finalement, et notamment le travail sur l'extension en toiture qui peut payer des réhabilitations globales, parce qu'aujourd'hui, on a une accélération du rythme de réhabilitation. Pour autant, quand on regarde dans le détail, on a très peu de réhabilitations qui sont des réhabilitations globales. C'est-à-dire qu'on vient changer une chaudière, on fait autre chose. Mais le sujet de 2050, ce n'est pas de changer les 3 millions de chaudières au fioul qui sont encore présentes en France ou de tartiner du polystyrène sur toutes les façades des bâtiments. C'est de redonner une deuxième vie à tous nos bâtiments construits avant 2000. Donc, c'est un enjeu technique, mais c'est aussi un enjeu en termes d'aménagement. Certes, on a une entrée thermique, mais globalement, donner une deuxième vie, ça veut dire repenser l'organisation des espaces, repenser le logement, profiter de la réhabilitation thermique de la copropriété pour créer de la valeur sur le toit en créant quelques logements en plus, réorganiser des plateaux de bureaux pour les adapter au moment, en même temps qu'on refait la façade, etc. etc. Ce n'est pas un travail technique et ce n'est pas une anecdote, c'est vraiment repenser et réinventer la ville telle qu'elle est. Là, on a des bureaux qui sont transformés en logements, mais on peut aussi avoir des constructions neuves aujourd'hui qui sont pensées pour être finalement sous-optimales, comme l'est la nature. La nature est résiliente parce qu'elle est sous-optimale, avec là, par exemple, des parkings qui sont pensés sur une trame de bureau et qui, dans 10, 20, 30 ans, pourront être transformés sans avoir à passer par la démolition reconstruction. La troisième des boucles, c'est la densification, celle qui fait si peur, j'y reviendrai. On a un potentiel de construction de logements massif aujourd'hui dans le pavillonnaire. Tous ces lotissements qui ont été construits dans les années 80, 90, 2000 sont aujourd'hui sous-occupés. On parle beaucoup de la suroccupation, c'est le rouge qu'on voit là, mais on parle très peu du bleu. La sous-occupation massive du parc de logements en France, notamment le parc de logements individuels sur lequel on a des gens qui vieillissent dans des logements trop grands, des parcelles trop grandes, et qui vieillissent souvent assez mal parce que ce n'est pas des logements adaptés. On a tout un cycle là à réinventer de façon à ce qu'on puisse vieillir correctement, c'est-à-dire mieux dans la ville, à proximité des services, dans des logements qui sont vraiment adaptés aussi à des formes de handicap, permettant aussi de libérer des logements pour des familles. Et c'est l'occasion de faire aussi une grande réhabilitation de tout ça. Alors, quand je dis logement, je suis en train de parler de maison. La maison n'est pas l'ennemi. On a un potentiel de plusieurs centaines de milliers de maisons à construire à côté de maisons en Île-de-France. Le potentiel est massif. Par contre, il faut évidemment s'y prendre vraiment autrement. Il va falloir aussi mieux densifier la ville dense. Et ça, j'en reparlerai. Aujourd'hui, on arrive globalement au bout du système. Tout le monde est mécontent, les élus, les anciens comme les nouveaux, les promoteurs, les architectes et les voisins. On est arrivé au bout d'un système sur lequel, en mettant des objets très standards dans la ville qui ne l'est pas, finalement, on a créé une vraie forme de lassitude, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout bloque. Il va nous falloir réinventer les processus de dialogue qui permettent de travailler la ville déjà. Et puis, on a tous les espaces d'activité qui peuvent permettre aujourd'hui de planter beaucoup plus de bâtiments, parce qu'aujourd'hui, quand on fait une zone d'activité, on plante essentiellement du gazon. Alors, ça crée de l'emploi, mais de l'emploi de jardinier. On peut construire beaucoup plus et densifier notamment les zones d'activité existantes. Et puis, on a le fameux recyclage, évidemment, des friches industrielles, mais aussi les friches de demain, qui sont les friches commerciales,
qui ne vont pas tarder à s'accélérer, mais aussi les friches tertiaires qui vont se multiplier aussi, notamment avec l'obsolescence des bâtiments de bureaux, obsolescence thermique notamment, des années 80 et 90, des espaces de stationnement dont on aura moins besoin. Il va falloir apprendre à déconstruire, à dépolluer les sols, mais aussi à réemployer les matériaux, à taper dans la mine urbaine, finalement, dans les bâtiments déjà là, pour faire la ville en circuit court, dans lequel on viendra chercher les matériaux des bâtiments nouveaux. Et puis, la dernière des boucles, c'est la renaturation, avec la question aussi de reculer face aux vagues, d'admettre aussi qu'on a un certain nombre d'infrastructures, notamment dans la montagne, qui ne serviront plus, mais aussi que la ville a besoin de plus de nature, pas de la nature décorative, des sols profonds, des sols perméables, du végétal, une nouvelle canopée, une autre façon d'être dans l'espace public et de vivre la nature. On ne perçoit pas l'importance de tout ça, et l'importance du changement de l'image de l'espace public qui est à venir. C'est une nécessité et c'est aussi une belle opportunité. Alors, vous l'avez compris, on sait faire, mais pour autant, tout ça, c'est que des épiphénomènes, c'est que des expérimentations. La question, c'est comment on passe à l'échelle ces solutions. Quelques pistes pour appliquer ce modèle-là. C'est un modèle qui s'applique partout. Il s'applique certes différemment, mais il s'applique absolument partout, dans le cœur des métropoles, mais aussi dans le tissu rural, dans le périurbain ou dans les villes moyennes. Et rappeler que le périurbain, ce n'est pas le problème, c'est le problème du passé. C'est une erreur sans doute, l'extension du périurbain. Ce qui serait une erreur, c'est de l'étendre de façon massive par un fameux exode urbain qui pourrait se transformer en retour au périurbain. Ce serait vraiment une erreur, mais aujourd'hui, c'est le territoire de l'avenir. Parce que sous dense, il y a de la place, il y a de la place pour faire, il y a la nécessité aussi d'amener du service, d'amener des mobilités, etc., etc. Alors, ce serait un problème de métropole, la question de la densité. Non, c'est faux. Aujourd'hui, on a 10% de la consommation d'espace qui est dans le rural et pour l'accueil de 2% des ménages. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est les métropoles par la contrainte des coûts et la contrainte géographique qui, finalement, sont les plus sobres en foncier. Donc, c'est un problème qui s'applique partout et c'est un modèle, cette inversion, finalement, cette inversion des priorités, l'urbanisme circulaire, c'est ça que ça propose. C'est pourquoi pas aller faire de la consommation de sol, mais quand on a épuisé le potentiel des boucles, quand on a essayé d'intensifier d'abord, de transformer, de densifier, de recycler, quand on est au bout de cette logique-là, alors pourquoi pas aller consommer des sols agricoles, mais à ce moment-là, le faire bien. Faire la ville frugale en sol, finalement, c'est la clé d'un système global, parce que la frugalité en sol, elle amène une frugalité constructive, nécessairement, c'est construire moins de neuf. Elle amène donc une frugalité en mobilité, c'est aller moins loin, etc., etc. Donc, c'est une frugalité en matériaux, une frugalité en énergie, etc. Donc, ce n'est pas une question foncière, le foncier. C'est le foncier, c'est une question qui permet d'activer la transition de l'ensemble du système urbain. Pour ça, il va bien falloir faire l'alternative aussi au système automobile par la proximité. C'est évidemment les moyens alternatifs de mobilité, mais c'est aussi se rapprocher. En montrant le cap, en donnant le cap de la proximité. Là, il y a un message de l'État, au même titre que depuis le début des années 70, l'État montre le cap du périurbain. Il a créé le rêve périurbain. Aujourd'hui, il faut qu'on avance sur la question de la proximité. Alors, la proximité à la ville, ce n'est pas tous dans la métropole, c'est tous dans la ville moyenne, c'est tous dans le village. Il y a chacun sa proximité, finalement. Mais aujourd'hui, les Français font des choix résidentiels, comme ils le font tous les ans. On a 1 million de Français qui déménagent tous les ans. Donc, on a une population qui est dynamique. À nous, aujourd'hui, de montrer le cap de façon à ce qu'ils fassent des vrais choix qui les engagent pour des années. Parce que la proximité, il faudra se la payer. On a un enjeu clair là-dessus sur la tenue des prix. Et aujourd'hui, ça ne peut pas être juste un problème, c'est la cause. C'est la cause centrale des dérèglements qu'on a aujourd'hui en ville. Il va nous falloir faire la ville résiliente, celle qui encaisse les chocs, celle qui sort mieux des chocs, plus belle, comme c'est le kintsugi, cet art japonais sur lequel on vient réparer avec un fil d'or des poteries qui sont cassées. Mais c'est aussi la ville adaptative qui va s'adapter aux chocs à venir, qui va savoir résister finalement et s'adapter au choc du dérèglement climatique, mais aussi au changement démographique, le vieillissement, mais aussi derrière au changement technologique, les évolutions de mode de vie et du travail. Il faut qu'on réapprenne finalement à avoir une ville qui bouge et qui s'adapte à nos besoins. Alors pour ça, quelques outils. Regardez la ville telle qu'elle est. Il y a de la place. Il y a de la place partout. On vient d'avoir le recensement en Île-de-France des friches. On a plus de 4000 hectares de friches recensées en Île-de-France. Ça veut dire deux choses. Un, qu'il y a de la place, et deux, qu'on n'avait pas regardé. On n'a toujours pas de recensement systématique de friches, alors que c'est
relativement simple. Hein. On en a tellement qu'on ne sait pas combien on en a. Je parle des friches, mais on a aussi des secteurs densifiables, on a aussi des bâtiments publics, par exemple, qui sont mobilisables simplement, qui sont ouverts que 30 heures par semaine, etc., etc. Regardons la ville telle qu'elle est. Il y a la place de faire, il y a la place de faire beaucoup de choses. Il va falloir aussi changer de méthode. Ce n'est pas plus compliqué de faire la ville sur la ville par rapport à l'étalement. C'est un autre exercice. On est sur un exercice d'une autre nature. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre les outils de l'industrialisation pour faire la ville à façon. C'est non seulement plus complexe, mais c'est un autre exercice. On déstandardise par nature, hein, donc on est obligé de désindustrialiser. C'est l'artisanat qu'on vient massifier. Il va falloir changer donc de façon de faire, tous les moins de béton, et plus miser sur l'intelligence, on change de matière. Il va nous falloir forger des outils. On n'a pas, par exemple, des outils de recyclage du foncier qui sont les établissements publics fonciers. On n'en a pas partout. On n'en a pas des suffisamment costauds partout sur tous les territoires. On n'a pas d'agence d'urbanisme partout sur le territoire pour la connaissance des potentiels, mais aussi pour faire du projet. On n'a pas non plus d'acteurs du temps long, que sont les foncières, hein, aujourd'hui présents, sur ces sols qui sont trop importants pour être gérés uniquement par le marché. Ce que j'appelle les sols communs, c'est par exemple les sols qui accueillent ce logement pour les ménages revenus normaux, c'est les rez-de-chaussée commerciaux de nos centres-villes, c'est l'agriculture périurbaine, c'est nos zones d'activité, c'est sols essentiels qui doivent être gérés avec une vision sur le temps long et pas qu'une vision sur la rentabilité immédiate. Et pour ça, il va falloir assurer la cohérence des politiques publiques. Alors, c'est bien beau, mais on a aujourd'hui qu'une grosse moitié finalement des communes en France qui sont engagées sur une stratégie urbaine à l'échelle de l'intercommunalité, c'est les fameux PLUI. Hein. Ça veut dire qu'on pense encore les phénomènes urbains à l'échelle de la commune. Ça fait bien longtemps que ce n'est plus l'échelle de ville. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, hein? Donc, moi, je ne sais pas si l'intercommunalité, c'est la bonne échelle. Je ne suis pas certain. Mais je suis persuadé que la commune, ce n'est pas la bonne échelle. Donc, allons-y, avançons. On a besoin d'assurer cette cohérence-là, mais aussi de changer le regard sur la ville telle qu'elle est. Ça fait 50 ans qu'on passe notre temps à construire la ville à l'extérieur du périmètre urbain ou alors dans des grandes opérations de renouvellement urbain, dans des friches industrielles, des friches ferroviaires, des zones portuaires, etc., etc. On a perdu l'habitude de voir notre voisin construire. On a perdu finalement l'habitude d'avoir des chantiers un peu partout. Il va falloir faire plus petit, mais faire partout. Et on a besoin de dégivrer finalement la ville et de rendre attractive cette transformation. Et pour ça, il faut qu'on explique. On ne peut pas réformer le système si on ne pense pas systémique. Nous, on a fait un jeu pour ça, hein, qui s'appelle la fresque de la ville. Et finalement, on a un bon exemple avec ces 150 Français normaux qui ont été mis dans un bocal et auxquels on a donné accès à du savoir. Hein, on a donné accès finalement au pourquoi, à l'explication de la cause, pourquoi on change. Là, ça marche. Hein. Quand on prend 150 Français normaux, ils comprennent, ils mettent en place, déjà, ils choisissent de s'attaquer à l'étalement urbain, ce qui n'était pas leur sujet. Hein. Ils ont considéré que c'était un sujet carbone. Ils mettent en place 13 mesures qui ne sont pas des mesures légères, hein, et ils trouvent le consensus là-dessus. Quand on prend le temps d'expliquer, quand on prend le temps de comprendre le pourquoi, on arrive à définir derrière des modes d'action, finalement, le comment. Alors, pour ça, il faut expliquer et il faut aussi tisser le récit. Et c'est là où on a besoin aussi d'avoir des élus, d'avoir finalement un vrai acte de politique qui donne envie de cette ville qui se transforme, qui donne envie de la ville déjà là, hein, avant de la faire de toute façon. Et c'est là il faut qu'on retrouve aussi un propos politique autour de la ville qui se transforme, la ville qui est là, qui doit être finalement demain l'espace dans lequel on a envie d'être, même quand c'est la crise. Alors, vous l'avez bien compris, hein, on est sur une bifurcation nette avec des enjeux réglementaires qui induisent, hein, qui doivent nous pousser à, mais c'est qu'un pas, en fait. C'est le système qu'il faut changer, par nécessité, évidemment, mais aussi par opportunité. Hein, tout ça, c'est des métiers plus intéressants pour les individus. Tout ça, c'est aussi des opportunités pour les collectivités, les acteurs publics, de se positionner sur des sujets plus complexes, finalement, hein, sur lesquels on voit moins payer des machines et plus des hommes. Et c'est des sujets plus complexes, donc plus intéressants aussi. Et puis, c'est finalement aussi l'opportunité de faire une ville frugale, une ville pour tous, une ville résiliente, une ville de la proximité. Si on n'était pas obligé, c'est de toute façon celle qu'on aurait fait. Alors, évidemment, je vous invite à lire le bouquin, non et puis aussi à suivre la suite, puisqu'on continue, hein, comme je disais, le manifeste, c'est le début d'une réflexion. On continue cette réflexion-là toutes les semaines sur une newsletter. Voilà,
qu'on diffuse, sur lequel on donne la parole aux uns et aux autres. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Grisot. Deuxième partie, finalement, de cette conférence, c'est les échanges, vos questions, vos remarques, vos réactions. J'imagine qu'il doit y en avoir. Et on va essayer de les prendre. Soit vous prenez la parole, soit par le chat. Il y a un petit outil qui permet de se signaler. Voilà, qui ouvre. Des trucs qu'on attend sur le chat. Non, pour le moment, on n'a pas encore de questions. Du coup, on pourrait peut-être commencer nous-mêmes par quelques exemples que vous pourriez nous donner d'intensification que vous avez vu à l'œuvre sur d'autres villes, de transformation des usages, quelques exemples qui étaient issus du manifeste. Alors, pu lire. Oui, on peut donner des. Moi, ce que j'aime bien, c'est des transformations, c'est des exemples de changement de mode de pensée. Il y a une commune, enfin un territoire dans lequel je ne vais pas citer, mais de façon intéressante, avec les élections municipales, il y a eu des changements de compétences. Et un projet, un espèce de serpent de mer de maison des associations remis en cause. Et remis en cause pourquoi? Parce que en fait, on avait un projet qui n'avançait pas sur une maison des associations. Une maison des associations, c'est un bâtiment vide, sauf le soir, où ça permet de se réunir, à part parfois quelques permanents, mais dans la plupart du temps, on est sur des bâtiments qui sont structurellement vides. Et en fait, le budget d'investissement qui a été prévu pour la maison des associations a été transféré sur une école primaire à proximité. Donc, on a fait la réhab de l'école primaire avec le même budget, dans lequel on a intégré au programme des éléments de partage de l'espace. Et donc, à un moment, finalement, on a fait 2 en 1, et ça a été l'opportunité d'éviter un projet qui aurait été faiblement utilisé, et derrière aussi, de penser un partage, un dialogue, etc., etc. On voit bien, ça veut dire des problèmes plus complexes, des organisations aussi plus difficiles, etc., etc. Mais l'opportunité d'une grosse réhab, une réhab thermique par exemple, ça doit être le moment sur lequel on pose aussi des questions de programme et d'organisation de ces espaces. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, la médiathèque de Grenay, moi, qui est un exemple que j'aime bien. Grenay, c'est une ville qui ne roule pas sur l'or, sur lequel il y a un taux de pauvreté vraiment important. Et pour autant, il y avait la volonté d'avoir un équipement culturel au cœur de la ville, avec une médiathèque et avec des élus qui ont fait un tour, qui ont visité des équipements, notamment un équipement qui les a beaucoup intéressés, jusqu'au moment où ils ont discuté sur les horaires d'ouverture et ils sont aperçus que l'équipement dont ils rêvaient était en fait ouvert 28 heures par semaine. Pour eux, ce n'était pas possible d'avoir un équipement d'une telle nature qui serait à moitié fermé à la population. Et donc, ils ont rajouté finalement des fonctions. Donc, il y a un accès Internet qui fait que, typiquement, c'est resté ouvert pendant le confinement. Et on a pu avoir l'école à la maison, dans des maisons dans lesquelles il n'y a pas Internet. Parce que, encore fallait-il avoir un ordinateur, un accès Internet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, notamment dans des territoires pauvres. Mais on a aussi mis les services sociaux, donc l'assistante sociale de la CAF, au fond de la médiathèque, ce qui fait que vous êtes soumis au livre finalement et à la culture pour aller voir l'assistante sociale. Et ce n'était pas suffisant, alors ils ont mis un bistrot. Donc, il y a un bar qui sert de l'alcool et c'est sans doute le seul bistrot qui a été financé par la Caisse d'allocation familiale en France. Et donc, c'est un vrai lieu de vie, c'est un vrai lieu démocratique, etc., etc. Non, c'est vraiment intéressant comme façon dont on travaille ces équipements comme étant autre chose. Aujourd'hui, il y a par exemple des questions sur à quoi sert une mairie, notamment la mairie quand on a des fusions de communes avec des communes nouvelles. Voilà, comment est-ce qu'on transforme ces espaces-là pour être des lieux de services publics, mais aussi des lieux de rencontre, des lieux de télétravail, etc., etc. Finalement, cette question de l'amplitude horaire, elle est hyper intéressante. On commence à avoir des questions qui viennent dans le chat. Donc, déjà, les participants vous remercient et vous félicite pour cette intervention.
Et on a une première question, c'est avez-vous pu parcourir la ville et l'agglomération et noter des lieux qui vous inspirent ou qui pourraient être transformés? Ici? Je pense que... Non. Je pense que c'est ici. Non, je dois avouer que j'ai débarqué à midi et j'ai été enfermé toute l'après-midi dans une salle. Donc, non. Torturé. Non, mais moi, je vous invite à regarder aussi la ville autour de vous, à vous pencher voilà, sur les horaires d'ouverture dans les équipements publics, à imaginer votre bureau, ce qu'il est le week-end, ce qui pourrait être, et tous ces espaces qui sont derrière les murs. Hein. Il y a toutes ces friches qu'on voit, hein, ces points noirs là. Et puis finalement, allez sur Google et vous verrez beaucoup de choses hein, sur Google Earth. Voir la ville d'en haut, c'est autre chose. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, on vous demande du coup, si est-ce que vous aurez le temps demain de parcourir la ville Avant 9 h. Ensuite, on a une autre question, c'est entendez-vous souvent l'argument du coup de la refonte de la ville, du réinvestissement des friches comme un facteur limitant l'action? Alors, non seulement je l'entends, mais il est réel. Entendons-nous bien, ça coûte beaucoup plus cher de faire la ville sur la ville que de faire d'étalement urbain. Donc déjà, reposons les faits. Et c'est pour ça qu'on va moins construire à coût équivalent, ce qui pose énormément de questions. Mais quand vous faites de l'étalement urbain, vous tapez dans du sol agricole qui est aujourd'hui extrêmement peu cher. C'est-à-dire qu'on ne met pas la valeur écosystémique, dit-on, hein, le fait simplement que ça nous permette de survivre, dans le prix du mètre carré agricole. Ça saurait, sinon. Ce serait une autre valeur. Même si on a institué hein, une forme d'économie avec ce foncier, et notamment à force de ne pas payer nos agriculteurs, finalement, leur plan de retraite, ça a été aussi ça. Dans le bouquin, là, je cite un expert immobilier qui retrouve un agriculteur qui l'a déjà exproprié. Il le retrouve, donc la négociation se passe très bien, hein, parce que voilà, ils ont l'habitude, etc. Et à la fin de la négociation, l'agriculteur lui dit « J'ai entendu parler d'un projet autoroutier autour de Arles, vous me confirmez ça? J'irai bien là-bas. » En fait, voilà, le business model de cet agriculteur, c'est de déménager tous les 10 ou 20 ans et de se faire exproprier, et puis entre deux, finalement, d'exploiter la terre. C'est la bonne illustration hein, de la façon dont tout fonctionne, et on est tous coupables de ça. Et notamment, la fabrique urbaine a introduit ça, et il a dit ça. Cet expert immobilier, c'est mon grand-père, Emmanuel Portal. Donc on a fait de l'étalement urbain sur 3 générations. Donc moi, j'en fais plus hein, depuis quelques années. Mais c'est vrai, hein, on a ça, la valeur du foncier agricole. Et puis, on a les surcoûts liés à l'attachement au sol urbain. Hein, une maison qu'il faut raser, c'est quand même la maison de famille. Donc, elle a toujours une valeur en plus. Et puis, on a les erreurs du passé. Regardez le fonds friche. Hein, on a 300 millions qui étaient ciblés, qui ont été doublés à 600 millions. On a une extension du fonds friche là-dessus. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mutualiser les pertes. Parce qu'à un moment, ces bâtiments qui sont là, ces friches industrielles polluées, etc., c'est des investissements privés, c'est des erreurs du passé sur lesquelles on a de l'amiante, et on vient là mutualiser les pertes pour finalement ramener le déficit hein, de ces friches-là à des niveaux acceptables pour arriver à monter les opérations. Donc c'est bien, mais on paye bien les erreurs du passé. Hein. Alors après, il peut se poser la question, est-ce qu'il est opportun de les mutualiser? Moi, je ne suis pas certain que financer des trucs qui ne sont plus dans le marché parce qu'il y a eu des erreurs derrière pour ensuite les renvoyer uniquement sur le marché soit extrêmement important. Je pense qu'à partir du moment où on a un investissement public massif sur un certain nombre d'espaces urbains, ils doivent avoir une utilité collective et notamment en maintenant une forme de propriété du sol à long terme. Pas tout le temps. Hein. Je ne suis pas un collectiviste, même si j'ai été traité de collectiviste par une députée à l'Assemblée nationale, mais je regarde simplement mon parcours et je fais le constat que la gestion par le marché ne fonctionne pas. Et la friche en est le témoignage. Le marché n'arrive pas à gérer la dépollution, des amiantages, etc., etc. Donc, ce sera toujours plus cher parce qu'on a ces erreurs du passé. Et en plus, c'est plus compliqué. Donc, il y a plus d'ingénierie à mobiliser. Donc, c'est la fin de la vie facile. Au même titre qu'on ne paye pas le pétrole, parce qu'on ne paye pas les dinosaures qui sont transformés en pétrole. Hein. On ne paye pas non plus ce foncier agricole-là. C'est trop facile et c'est ce qui nous mène à notre perte. Donc, ce retournement, il va avoir un impact, il va falloir qu'on construise moins. Et ça me semble important de se dire aussi.
Donc, on équilibrerait en fait ces coûts-là par le fait justement de plus mutualiser la construction, finalement, construire un peu moins, mais mieux. En fait, Par exemple, construire moins mais mieux, construire différemment, sortir aussi de l'équation foncière, parce qu'on est aussi, quand on dit que ça coûte plus cher, c'est parce qu'on est sur une équation immobilière qui est une équation de l'instant. On n'a pas cette culture du temps long. Il n'y a que les bailleurs sociaux en France qui ont cette culture-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois regarde le coût du foncier, le coût de la construction et le coût de l'exploitation. Aujourd'hui, un bilan d'aménagement, même si ça dure longtemps à l'échelle d'une ville, c'est 10 ou 15 ans, quoi qu'il en soit, il y a un début et une fin, c'est assez rapide. 10 ou 15 ans à l'échelle d'une ville, c'est instantané, quoi. Si on enlève de l'équation le foncier parce qu'on l'a sorti du marché, bah, tout de suite, on regarde les choses différemment. Et aujourd'hui, on le voit bien, entre la dissociation entre foncier et bâti, on est en train de l'amorcer de façon intéressante sur le logement abordable avec les OFS, les offices fonciers solidaires. Et aujourd'hui, il y a des réflexions très intéressantes, par exemple, pour dire, dans les espaces de développement économique, il n'est pas nécessaire de vendre le sol, comme on le fait dans des ports. Ce sont des zones d'activité sur lesquelles on fait de la médiation. Voilà, on a des droits à construire, on peut investir, on peut s'endetter, etc., mais vous n'êtes pas propriétaire du sol. C'est-à-dire qu'il y a moins de friches. Le jour où la boîte se casse sa gueule, etc., on a un bâtiment, mais on a toujours un propriétaire qui garde un œil sur le plan. Ça, c'est intéressant. On a des modèles comme ça qui sont en train de se déployer et qui sont, par exemple, déployés depuis très longtemps en Suisse, sur lesquels on s'est imposé une contrainte foncière de façon très précoce. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Dans les réflexions qu'on avait autour de ces questions au sein de la fédération, enfin, on était assez vite tombé d'accord autour de l'idée que la loi climat-résilience nous avait changé le paradigme, mais n'avait pas changé le modèle économique de l'aménagement et de l'urbanisme. C'est-à-dire que c'est moi, ce que je retiens en premier lieu de cette intervention, c'est ça, c'est qu'on a un changement de modèle à gérer et que la loi, elle a changé la base, c'est-à-dire que l'extension, c'est fini. Alors, je ne doute pas un instant que nous trouverons, le poste était mort en 2000 et puis il a fini son agonie 15 ans plus tard. Donc, on peut penser qu'on trouvera ici ou là des arrangements avec la date, mais en tout cas, le trend est lancé. L'extension urbaine telle qu'on l'a connue depuis un peu plus d'un demi-siècle, aujourd'hui, dans ses formes accélérées. On a toujours connu l'extension urbaine, mais dans des formes accélérées, industrialisées. On a décidé collectivement, à travers le législateur, que c'était terminé. Il va nous falloir maintenant adapter les modèles économiques qui vont avec, parce qu'effectivement, l'aménagement se finance sur la différence de valeur foncière entre le foncier que j'achète et le foncier que je vends, sur ce genre de choses. Et une vraie difficulté, on l'a vu avec l'épisode des déclarations sur le modèle pavillonnaire il n'y a pas très longtemps et les réactions de la ruralité, c'est la compréhension et l'adaptation de ce changement de paradigme, de ce changement de modèle à venir à des territoires ruraux qui n'ont pas connu ces phases d'extension telles qu'on les décrit, même si les chiffres que vous avez montrés le mettent en évidence, ils consomment du foncier, mais on n'est pas, plus rarement, en tout cas sur les territoires, ici je ne parle pas j'étais dans une réunion d'Interscot à l'échelle Grand Est. Quand les Alsaciens parlent de rural, c'est plus de 200 habitants au kilomètre carré. Quand on parle de rural sur nos territoires, il y a des endroits, c'est 5 habitants au kilomètre carré. Ce n'est pas le même rural. Mais la compréhension et l'adaptation de ce modèle à ce… je n'ai pas le terme rural profond, mais en tout cas rural faiblement dense, faiblement peuplé, faiblement consommateur de foncier. Parce qu'il n'y a quasi pas de marché, ça on le constate tous les jours dans nos travaux, il n'y a quasiment pas de marché pour des formes plus denses de la ville. Et il existe de la friche, si on travaille dans les Ardennes, des constructions délabrées, à la limite de la ruine, elles existent, mais quand elles sont en indivision depuis 4 générations, il est extrêmement difficile de les mobiliser sans mobiliser de l'ingénierie, sans mobiliser de l'expropriation. Et dans un village, l'expropriation, c'est pire que collectiviste à l'Assemblée. Vous êtes quasiment un terroriste. Alors, il y a beaucoup de questions différentes. La première sur la question de la loi climat-résilience.
Ça n'a jamais été le sujet de la loi. Et l'objectif de la loi, de poser la question du modèle économique, voire même du processus. Dès le début, on est bien sur une loi de transposition des propositions de la Convention citoyenne. Là, il se trouve que dans ce cas-là, c'est la Convention citoyenne qui s'est approprié le plan biodiversité, qui lui-même est une transposition aussi d'objectifs européens, etc. Et finalement, ça a été un bon vecteur pour… il y a une bonne conjonction entre une volonté du gouvernement et les propositions de la Convention citoyenne. Pour autant, ça n'a jamais parlé que de documents de planification. À part un rapport qui est prévu sur la question fiscale, on a été nombreux à poser cette question du modèle économique, notamment du système fiscal qui sous-tend et qui sponsorise aujourd'hui l'étalement urbain de façon absolument massive. On est aujourd'hui sur une inconnue, c'est-à-dire que personne n'a regardé de façon détaillée la fiscalité des entreprises, la fiscalité de l'aménagement, le mode de financement des opérations d'aménagement et les différents transferts financiers qui sont là-dessus et finalement les effets induits des règles de gestion de façon globale pour faire la part des choses entre les uns et les autres. Mais ça me permet de boucler là-dessus. En fait, pourquoi on n'a pas ça sur la question du rural? On a un problème culturel là-dessus. Et moi j'en ai marre d'entendre les uns dire oui, mais nous, on n'est pas des Bretons. Les autres dire oui, mais nous, on n'est pas des métropoles. Non. On est tous coupables, on a tous mis les doigts dans le pot de confiture. Tous. Voilà. Y compris en ruralité. Et même si, quelle qu'elle soit. Et vous le dites très bien, il n'y a pas de marché, il y a des friches, mais c'est compliqué. Donc, posons les faits déjà. Il y a des choses, il y a des endroits dans l'espace urbain sur lesquels on pourrait faire, mais c'est compliqué de le faire, c'est pas habituel, etc. On est bien sur la ville standard, on est bien sur le pavillon qu'on a vendu, on a envie de ça, etc. Mais surtout, on l'a industrialisé, on sait le faire à pas cher. Pourquoi? Parce qu'on ne paye pas le terrain, le sol agricole, et aussi parce qu'on n'a pas l'ingénierie. Quand je dis qu'il faut mettre plus de matière grise, c'est aussi ça. Et ça pose des questions d'ingénierie, notamment à destination des territoires, pas que les territoires ruraux, les moyennes aussi, etc., ingénierie publique, privée, etc., qui aujourd'hui n'est pas là. Qui pose la question très clairement à des acteurs type Agence d'Urbain, dans des territoires plus vastes, partout, et y compris de façon plus opérationnelle ou plus micro. Pose la question du travail sur le bâti. Donc il y a ces questions-là, mais fondamentalement, on a un problème qui est culturel. Aujourd'hui, quand vous êtes au fin fond du rural, disons-le comme ça, pour justement être méchant, quand on n'imagine pas être sur un PLU, quand on n'a même pas de PLU, quand on a une carte communale, quand on est soumis à la règle de la constructibilité limitée. Vous n'avez pas le droit de construire à l'entrée du village, de faire un lotissement. Vous n'avez pas le droit. Voilà, vous n'avez pas de plan d'aménagement qui vous permet de faire ça, sauf une exception. Vous perdez des habitants. Donc, ça veut dire, si vous perdez des habitants, vous avez le droit de faire un lotissement à l'entrée. On est vraiment en train de marcher sur la tête. Et ça, on l'a écrit dans le droit, c'est 1967. C'est structurant. Aujourd'hui, on a une culture en France qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'avenir dans les territoires s'il n'y a pas de croissance. On retrouve notre truc sur la croissance du PIB. Mais là, c'est le symbole de la croissance numérique. J'étais dans une commune du territoire il n'y a pas longtemps, dont le maire me dit, tous les ans, j'ai un grand titre, commune centre, PCI, etc. J'ai un grand titre dans la presse. La commune, je ne citerai pas son nom, a encore perdu des habitants cette année, mais que fait le maire? Tous les ans. Des enfants. On a plus de 15 000 communes sur les 35 000 qui perdent des habitants de façon structurelle. Une ville comme Le Havre, on a eu un maire Premier ministre il n'y a pas longtemps, perd des habitants depuis 1975. Ce n'est pas un petit problème passager. Et on fait, nous, des opérations de revitalisation, de retour en arrière. C'est une crise, on va en sortir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on a des territoires sur lesquels on va avoir une décroissance durable. Et alors, l'Allemagne a fait son saut culturel. Elle a eu un débat national sur cette question-là, parce qu'ils ont vu la décroissance urbaine en Allemagne de l'Est, avec les Länder de l'Est, et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait partout. On avait des bailleurs sociaux qui disaient très bien, mais moi j'ai 30% de vacances, comment je fais pour gérer mon parc? On avait des communes qui disaient mais moi j'ai une baisse de population, mes stations d'épuration sont surdimensionnées, je ne sais plus les gérer, etc., etc. Et donc ils ont assumé la logique de décroissance urbaine et ils font du projet.
C'est-à-dire qu'on est en train de dire, la question, ce n'est pas comment attirer des nouveaux, la question, c'est comment est-ce que ceux qui sont là vivent bien. La question, c'est comment est-ce qu'on parle de prospérité qui n'est pas forcément une croissance numérique. En fait, l'enjeu, ce n'est pas d'attirer des nouveaux, d'attirer des Parisiens pour la ville moyenne ou des jeunes pour la ruralité. La question, c'est comment ceux qui sont là vivent bien, hein, et comment on fait projet sans pour autant l'indexer directement sur la croissance. Ça change tout. Une ville comme Leipzig a fait ce projet-là. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont fait le deuil de la croissance. Ils ont assumé, Länder de l'Est, etc., une décroissance. Ils ont fait un vrai projet d'aménagement à trous, sur lequel ils ont déconstruit des bâtiments qui étaient vides. Ils n'ont pas reconstruit derrière. Ils ont mis des jardins, ils ont mis des parcs, ils ont aéré la ville, ils ont fait un plan tel point que la ville est devenue attractive et qu'ils ont eu un vrai problème, c'est qu'ils ont fait toute leur stratégie urbaine pour la décroissance et ils ont retrouvé une croissance de la population. C'est peut-être un vrai moyen finalement d'assumer la décroissance que de redevenir attractif. Donc, moi, je reviens à la question avant le comment, le pourquoi. Avant de dire on fait un lotissement ou on fait 3 trucs, c'est pourquoi on fait ça? Est-ce que vraiment on a besoin? Alors, on a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, la première question, c'est est-ce que vos idées sont enseignées dans les écoles d'urbanisme et d'architecture et comment sont-elles perçues par vos collègues? Alors, la question est intéressante. Donc, enseigner, oui, parce que moi, j'enseigne et j'ai d'ailleurs arrêté d'être présent, enfin, d'être titulaire d'un poste à l'université, de façon à enseigner, à faire des petits cours, mais partout, enfin, dans plein d'endroits différents. Donc, j'interviens, y compris en école d'archi, beaucoup, y compris avec des jeunes professionnels. Pour moi, c'est vraiment important aussi le contact avec des praticiens qui ont déjà une expérience de la pratique et qui peuvent avoir ce retour, mais aussi sur du master. L'avenir de ça dans les écoles d'architecture, c'est vraiment important. Je pense qu'au cœur de ces métiers-là du complexe, de ces objets à façon, ces petites opérations sur lesquelles il va falloir mobiliser un bailleur social, une foncière pour le rez-de-chaussée commercial, pour faire 3 logements. On a besoin d'un architecte qui va pouvoir faire parler tout le monde. Donc, il va avoir la modestie de s'inscrire dans l'existant, la modestie aussi de faire un bâtiment évolutif, donc de ne pas imposer finalement ses vues à tout le monde et aux habitants. Donc, il y a un changement de mode de pensée, mais il y a une vraie place à l'architecture et aux architectes là-dessus, et un vrai rôle, une vraie responsabilité à partir du moment où, ils arrivent à ne plus rêver de faire la couverture d'ALC avec un grand bâtiment public sur concours, et 2, où ils acceptent aussi de construire et pas de se limiter à faire du mobilier urbain ou bois de palette. Il faut construire, mais il faut construire pour réparer. Et on travaille là-dessus à tel point qu'on est en train de finir un bouquin avec Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre des architectes, qui s'appelle Réparons la ville, qui sort en début d'année, justement pour porter ce message-là, pour porter le message d'un changement de pratique, y compris dans un contexte de débat politique sur lequel on aimerait bien qu'on parle d'autre chose que d'immigration et sécurité. Bon, mais ça, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. On a une deuxième question, du coup, c'est quels pourraient être les leviers pour soutenir l'acceptabilité sociale de la fin du rêve pavillonnaire et plus globalement, comment faire accepter aux nouvelles générations qu'elles ne peuvent prétendre au même espace que les générations précédentes? Eh bien, écoutez, il ne faut plus parler d'acceptabilité, déjà. Parce que la question, ce n'est pas de donner envie de ville, c'est de faire une ville qui donne envie. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus. On ne peut pas bourrer le mot aux gens. Pour qu'ils aient envie de quelque chose, il faut expliquer le pourquoi. Il y a une étude qui a été faite en Grande-Bretagne là-dessus, sur l'acceptabilité de la densification, qui est hyper intéressante. Globalement, vous pouvez faire ce que vous voulez, plus c'est au moins ça passe. Voilà. Et vous pouvez mettre du végétal, du machin, mettre des fenêtres un peu plus grosses, un peu plus petites. Les éléments de design de l'espace public ou du bâtiment ont un impact très faible sur l'acceptabilité. Par contre, il y a 2 éléments qui ont un impact massif. C'est un, que les gens comprennent, c'est-à-dire que les gens qui disent « oui, je suis d'accord avec la phrase « il y a une crise du logement à Londres », acceptent beaucoup plus d'avoir des travaux à côté de chez eux, donc ils comprennent le pourquoi, et 2, qu'ils aient la main. Et ceux qui se sentent impliqués dans ces projets-là, acceptent beaucoup plus que ces projets. Donc la question de l'acceptabilité, c'est ça. C'est un nouveau mode de dialogue et commencer par le pourquoi, plutôt que d'essayer de débattre et de faire de la concertation sur la couleur de la façade. Les gens n'ont rien à foutre et ce n'est pas le sujet. La question, c'est pourquoi on fait le projet. Après, sur la question du pavillonnaire, moi, il faut arrêter de vendre, comme on arrête de vendre du diesel, de vendre l'avenir toujours plus distant. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'angoisse,
c'est les ménages qui aujourd'hui ont déménagé, ont pris un emprunt à 25 ans, et ils habitent à 40 minutes de l'emploi, et dans 5 ans, ils seront à 1 heure de l'emploi. Et ils vont être dépendants de la voiture au pire des moments. Le rêve pavillonnaire, la maison, elle est présente dans tous nos territoires. Et la maison déjà là. La maison déjà là, c'est l'avenir. Et finalement, nos seniors vieillissent mal dans des maisons qui ne sont pas adaptées. Allons-y, rajoutons des maisons dans les jardins des maisons, réhabilitons les maisons existantes pour les nouveaux ménages. On est sur une dynamique démographique aussi. Hein, et on a une courbe là qui font qu'aujourd'hui, je répète, on a des lotissements qui sont sous-occupés, avec des risques sur les logements, des risques sur les personnes, mais aussi des risques d'avoir, comme on a eu des copropriétés dégradées, d'avoir demain des lotissements dégradés, parce qu'on a une homogénéité à la fois sociale et en termes démographiques de ces territoires-là. C'est des territoires qu'on ne regarde pas. C'est la ville qui est finie, qui ne bouge plus, etc. Il faut libérer tout ça. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la maison, elle a sa place dans la ville, sans doute différente, évidemment plus dense, évidemment avec des étages, évidemment avec moins de jardins, etc. Mais pourquoi pas aussi de la maison? J'ai souvenir d'un voyage d'études à Anvers, qui est une des villes les plus denses, sans doute, d'Europe, et c'est 80% de maisons individuelles. Bien sûr. Mais elle est sur 3 étages en ville. Voilà. Amsterdam, c'est de la maison individuelle. Et on sait faire de la maison individuelle, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, évidemment. Et c'est dans la diversité qu'on trouve plein de choses. Mais une fois de plus, quand on est sur, d'un côté, le pavillon standard, qui n'est adaptable que sur du foncier standard de lotissement, et de l'autre côté, le pavé de 20 à 40 logements défiscalisés, c'est ça aujourd'hui qu'on produit. C'est essentiellement ça, et dans les deux cas, ça ne répond pas à nos enjeux. Alors, on a une autre question, mais qui est plus tournée vers l'agence. C'est allez-vous préconiser l'urbanisme circulaire dans vos prochaines recommandations ou études? Et voyez-vous des possibilités à Reims de le mettre en œuvre? Bon, je peux commencer par répondre qu'on le préconise déjà, mais je vais laisser la parole à Christian. Oui, c'est des préoccupations de refaire la ville sur la ville qui ne nous sont pas dans nos travaux et nos missions vraiment étrangères. Il y a des opportunités dans Reims, il y a des tissus urbains qui s'y prêtent plus facilement que d'autres. Il est certain que lotissement traditionnel n'est pas le modèle urbain le plus simple à transformer. Les lotissements plus anciens, avec des maisons en limite séparatives, des choses comme ça, et donc on a mené des travaux sur les tissus urbains, on a cartographié les différents tissus urbains. Il y a des tissus urbains qui s'y prêtent facilement. Si la banlieue parisienne évolue, c'est parce qu'elle s'est bâtie sur un modèle pavillonnaire différent de ce qu'on appelle dans la profession vulgairement la tablette de chocolat, parce que vous pouvez enlever des constructions, en mettre d'autres sans que ça perturbe les choses. Souvent, on dit ah oui, mais c'est un territoire où vraiment la promiscuité est reine. Le règlement d'urbanisme, qui est la base du pavillonnaire de banlieue, c'est 8 mètres entre une fenêtre et une clôture, soit 16 mètres entre 2 fenêtres. Dans un lotissement traditionnel tel qu'on les a fabriqués dans les années 80, beaucoup, vous êtes à 3 mètres de la limite séparative, votre voisin aussi, c'est-à-dire que vous êtes à peu près à la distance à laquelle moi je suis de l'écran. Quand il y en a un qui éternue, j'ai l'habitude de dire en conseil municipal, l'autre répond à vos souhaits dans son salon. Voilà, et c'est des tissus qui, pour le coup, parce qu'ils sont éclairés sur les 4 faces, parce que ne sont pas des plus simples à faire évoluer dans certains cas, comme sur d'autres modèles urbains, sans doute qu'il faudra s'interroger sur leur pérennité ou leur remplacement. Mais par petites touches, l'idée, il n'est pas de rentrer le bulldozer d'un côté, de le ressortir de l'autre. Ça, on sait que ça ne marche pas. C'est de débattre, c'est de montrer les opportunités, c'est de mettre de la matière grise. On avait regardé dans une agence que j'ai fréquentée précédemment les démarches de fabrication, ce qu'il est convenu d'appeler le BIMBI, construit derrière chez moi, pour sortir le niveau d'ingénierie, un cadre, ingénieur, urbaniste, peu importe le poste, mais une ingénierie capable d'expliciter, d'accompagner, de déclencher des divisions de terrain de la construction, il sort à l'année, s'il n'est pas mauvais, entre 3 et 5 logements. Le même cadre, vous le mettez sur une zone d'aménagement concerté et il en sort 250 dans le même laps de temps. Évidemment que le coût de l'ingénierie rapporté au logement n'est pas du tout la même.
Mais l'urbanisme produit n'est absolument pas le même non plus. Et on n'est pas forcément prêt aujourd'hui à mettre les moyens en ingénierie publique sur ces réflexions-là, parce qu'effectivement, c'est coûteux. Et puis parce qu'on a des solutions alternatives beaucoup plus simples et beaucoup moins coûteuses. Le jour où ces solutions alternatives disparaissent, quelque part, les choix vont se restreindre. La seule inquiétude qu'on peut avoir, c'est celui de l'accès au logement, celui de l'inflation. Jusqu'où sommes-nous capables d'avoir des mouvements inflationnistes comme ceux qui touchent aujourd'hui le marché de l'immobilier avec des croissances parfois à 2 chiffres à l'an. Voilà. Raréfier un bien, généralement, c'est le rendre plus cher. Et ça ne va pas forcément, dans un premier temps, faciliter les choses, le temps que les mécanismes évoluent, que les habitudes évoluent, que le fameux modèle économique évolue et s'adapte, et qu'on s'adapte aussi aux perspectives démographiques. L'Allemagne a fait sa révolution, mais l'Allemagne est en décroissance démographique, le vieillissement est beaucoup plus accéléré que dans notre pays. Ceci dit, on a un décalage et pas du tout certain qu'on n'arrive pas à un résultat somme toute assez similaire, et les problématiques de croissance ne sont pas les mêmes. Les projections de population sont un outil aussi de réflexion autour de ces questions d'évolution de la vie. Donc oui, il y a des endroits à Reims, bien évidemment, il y a des endroits, c'est en cours, on recycle des friches, on a eu toute une série de projets dans Reims menés par la ville ou à l'échelle de l'agglomération dans des communes périphériques, voire ailleurs, de reconquête d'espace, de transformation d'espace, de modification d'espace, de réinvention de lieux divers et variés. On pourrait citer les chais, on pourrait citer dans les tiers-lieux des anciens bâtiments d'activité qu'on a transformés pour en faire autre chose que ce qu'ils étaient, ou quand c'est définitivement obsolète, rasé pour refaire. C'est tout le projet Reims Grand Centre qui s'est développé ces dernières années, c'est de la friche qu'on réemploie. Et Reims a, de par son passé industriel, de l'espace de friche qui lui permet d'avoir un gisement potentiel assez important, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Il y a des villes dans lesquelles le modèle historique de fabrication de la ville n'a pas produit ce volume de friche parce qu'il n'a pas été basé sur des industries occupant de grandes surfaces. Et du coup, là, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis, on est aussi, une de nos chances, c'est que nous sommes exempts de grands risques naturels. On n'est pas dans un territoire à risque important, pour reprendre la dénomination officielle, des territoires dans lesquels le risque d'inondation va concerner un tiers, la moitié de la population, et qui, effectivement, va peser sur les choix urbains parce qu'il n'est pas acceptable de réinstaller des gens dans le danger. Là aussi, comme la dépollution, ça a un coût. Et ça impose d'inventer d'autres modèles. Le Landais commence à mettre en œuvre des maisons flottantes pour le jour où, alors je ne dis pas que c'est un modèle à développer partout, mais ça montre qu'on a une capacité de résilience à repenser les choses, à transformer l'urbain en autre chose et à l'adapter. Et je ne doute pas que à la fois ça puisse se développer sur Reims, ni que l'agence d'urbanisme ait la capacité à accompagner, à apporter sa petite touche pour aider à réfléchir comme nous le faisons finalement ce soir à travers cette conférence. On a une autre question, donc peut-être un peu plus axée justement sur les centres. Pour le coup, c'est comment maîtriser le coût du foncier en centre-ville, en ville tout court. Alors, si j'avais la réponse, autant vous dire que ça se passe très bien. Après, je constate quand même, déjà, il y a des effets mécaniques. Au moment, si on ne produit pas dans un territoire attractif, il y a un problème de tension sur le marché qui amène à une inflation. Alors moi, je constate aussi qu'on n'a pas qu'une question de production en neuf. C'est souvent le sujet de conversation. Est-ce qu'on fait 400 000 ou 500 000 par an en France, etc. Tout le monde se concentre là-dessus. Donc, c'est globalement, on a une croissance de 0,8% du stock par an. Donc, en fait, on ne tient pas un marché avec ça. Ce n'est pas comme ça qu'on régule un marché. On est sur un regard global sur le marché, alors qu'on a des segments qui sont douloureux, qui sont problématiques. Tous les segments, globalement, on a un problème sur le logement d'urgence. Aujourd'hui, on a une croissance du logement d'urgence qui est importante au niveau quantitatif ces dernières années, mais qui est toujours bloquée.
Ça coince au niveau du logement social. On a une baisse de la production ces dernières années. Il faut qu'on réaccélère sur le logement social, mais qui est aussi la porte de sortie du logement d'urgence, hein, qui va libérer des places. Et là où ça coince de façon absolument massive, c'est sur le locatif, hein, dans les métropoles attractives sur lesquelles on a une inflation. Mais c'est aussi ce locatif-là qui est touché par l'évaporation des logements. On a une croissance importante de la vacance, hein, en France, et pas que des bâtiments obsolètes, etc., etc. On est en train de parler d'une vacance spéculative dans un certain nombre de métropoles, on est chef Paris, mais pas que. Hein. On est aussi en train de parler de vacances dans des villes moyennes qui aujourd'hui n'arrivent pas à loger des étudiants, par exemple, parce qu'on n'a plus de locatifs en centre-ville et parce qu'on a des immeubles qui sont complètement vacants au-dessus des commerces. Et qu'on n'a pas réinvesti là-dessus. Donc, on a bien un champ de logement vacant, et puis on a une évaporation et une disparition du marché avec la croissance des locations type Airbnb dans un certain nombre de territoires qui viennent en concurrence directe avec le marché locatif. Hein, donc, regardons le champ du logement dans sa globalité, et puis après, il faut y aller, il faut faire. Hein, c'est pas que du neuf, mais c'est aussi des réhab et avancer. Donc ça, c'est vraiment important. Après, il faut acter aussi le fait que on est là-dessus que sur une gestion sur laquelle on attend du marché qui s'autorégule. Et en même temps, on n'est pas sur un marché qui est complètement libéral. Aujourd'hui, on vient entretenir l'inflation avec la défiscalisation, sur lequel on mobilise beaucoup d'argent. Par ailleurs, pour éviter les dérives, on a concentré la défiscalisation sur les territoires tendus, donc sur les territoires qui sont déjà attractifs, dans lesquels on sait déjà construire. Donc, on met de l'argent public à l'endroit où ça se passe bien. Donc, très bien, ok, vous n'avez toujours pas compris, ça ne permet pas de réguler les prix, puisqu'on est sur 9 à 12 ans hein, de régulation du prix, et après, ça disparaît. Et globalement, on produit des bâtiments jetables. Hein, donc, aujourd'hui, finalement, la défiscalisation, elle ne tient pas les prix, elle n'a pas tenu, c'est juste l'effet. Hein, moi, je regarde la courbe et est-ce que ça fonctionne. Le seul effet démontré des politiques de défiscalisation qu'on mène depuis 20 ans, c'est que ça nous a aidé à mémoriser le nom des ministres du logement. Le reste, non. Donc, arrêtons. Je veux dire, arrêtons ce truc-là, qui a un effet inflationniste très clair sur le prix du logement. Arrêtons et parlons là-dessus des vrais effets. C'est comment on tient un marché sur le long terme. Les OFS dans les territoires attractifs, c'est une piste vraiment intéressante pour avoir de l'acquisition. Et c'est vraiment intéressant et ça a un impact sur les prix, pas quand on en fait un peu de temps en temps, mais quand on massifie. Enfin, très clairement, si on veut tenir les prix aujourd'hui, il faut qu'on crée du logement social pour avoir du locatif pour tout le monde, hein, de façon massive. Et via ces opérations-là, il faut qu'on sorte l'escalade foncière du prix pour un certain nombre de ménages dont on estime qu'il est légitime qu'ils habitent en ville, mais même s'ils ne peuvent pas se le payer. Non, pourquoi pas. On arrive au bout d'un système. Après, on peut pousser le système. Hein. On sait très bien ce qui va se passer. C'est très bien ce qui va se passer. C'est San Francisco, c'est New York, etc. C'est du tri social qui a déjà lieu dans nos métropoles jusqu'au moment où on a un engorgement du système et c'est l'explosion. Hein, on a les données sur ce fameux exode urbain, etc. aux États-Unis. On a des données précises là-dessus. On n'a pas le même report statistique qu'en France. Globalement, il n'y a pas eu d'effet d'exode urbain. Il n'est pas marqué, il y en a un peu plus, un peu moins, etc. Sauf dans deux communes, c'est New York et San Francisco. Sur lequel, là, on a une perte de population. Je rappelle qu'à Paris, on a perdu 150 000 habitants en 5 ans. Donc, on peut connaître ça aussi dessus. On voit bien qu'on a des engorgements dans un certain nombre de métropoles et qu'aujourd'hui, on parle des métropoles attractives. On a 22 métropoles administratives, on n'a pas 22 métropoles attractives en France. C'est pas du tout clair. On a une autre question, c'est si vous avez des territoires à visiter, à conseiller, c'est-à-dire si vous pouviez conseiller des territoires à visiter, parmi ceux qui vous semblent avoir pris au mieux ce virage du changement de modèle, lesquels citeriez-vous en France ou ailleurs? Alors, moi, j'ai très souvent la question comme ça, donc je pense qu'il n'y a pas de territoire exemplaire, mais il y a plein de pionniers à voir partout. Donc, c'est pour ça, je vous invite, comme c'est le plus, à vous inscrire sur la newsletter du Dixit du matin. Hein. Mais peu importe, c'est pour ça qu'on on continue de travailler avec ce qu'on a appelé les pionniers. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et on voit bien à plein de différentes échelles. C'est que sur un territoire, on va avoir une opération d'optimisation, par exemple, du temps d'occupation d'un équipement public qui est hyper intéressant, alors qu'on continue de faire de l'étalement urbain à côté, etc., etc.
Donc, c'est la somme de ces expériences qui est importante, c'est aussi la somme de ces échecs qui est importante. Et moi, c'est pour ça que je ne veux pas faire de la com, mais je veux aller voir des gens qui me disent qu'ils ne referont pas, ce qu'ils ont loupé, pourquoi ils ont échoué, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fait, qu'on continue de faire et qui est vraiment important pour documenter, et notamment à destination de ceux qui font. On a commencé, donc il y en a la moitié, donc il y en a plein sur le site, il y en a dans le bouquin, et puis on liste, parce qu'on n'est pas du tout les seuls à faire ça, et notamment les agences produisent beaucoup de contenu associé à ça, hein, alors on va appeler différemment, mais peu importe, et sur lequel on parle d'un exemple, d'un projet, etc., etc. Donc, nous, on a commencé à recenser ça. C'est sur notre site. Alors, ce n'est pas encore complètement mis en avant, etc. Mais si vous faites dixit.net/urbanisme-circulaire, vous avez un article. Et à la fin, vous avez une carto sur lequel il y a la cartographie des pionniers, qui sont autant de fiches d'identité de gens qui font sur un territoire direct, et sur lequel vous pouvez cliquer et aller vers un document qui explique comment ça se passe pour de vrai. Et vous pouvez trouver un contact pour aller poser la question. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est de continuer ça et aussi de sortir et d'aller voir ailleurs. On commence à travailler sur le Québec avec une première publication ce matin. On travaille aussi avec la Suisse, on travaille avec la Belgique notamment, de façon à collecter aussi des idées dans des contextes différents, des contextes réglementaires différents, etc. C'est vite très inspirant. Il y a plein de gens qui font partout, plein de gens qui agissent. Moi, j'interviens beaucoup. Voilà, je vous montre que là-dessus, sur le chat, que je peux saluer, mais j'interviens beaucoup et je rencontre beaucoup de monde. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et ce que je vois, c'est des gens qui bougent, qui sont en train de se demander comment on fait, hein, et qui sont peut-être pas forcément envie de bouger, mais finalement, qui savent qu'il y a un virage qui est à prendre. Donc, tout le monde y est là aujourd'hui. Tout le monde hésite, personne ne sait comment faire. Mais c'est ça aussi le 21e siècle. C'est l'incertitude. Le chemin n'est pas tracé. La loi ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Elle ne pourrait pas le dire parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, il faut essayer des trucs et il ne faut pas réussir et revenir en arrière. Hein, et cet essai-erreur, il faut l'appliquer à d'autres sujets que simplement les pistes sociales. Bienvenue dans le siècle de l'incertitude. Ça va me paraître des... Dispo demain matin à 7h30. Ok, je me suis fait coincer. Je dors à côté de la gare TGV, mais volontiers. En tout cas, on peut au moins boire un café. Très volontiers. Bon, on peut communiquer par autre chose que par ce chat, on le sait, donc je transmettrai mon adresse. Il y a quelques exemples d'aménagement, du coup, dans ce que j'avais lu dans le manifeste. Ouais. C'est vrai que j'avais retenu l'exemple de l'île de Nantes. Alors, là, on est à l'échelle de l'aménagement urbain. Ça pose plein de questions qui sont intéressantes sur comment on traite les sols, comment on fait une ville qui aussi apprend à bouger. Hein, parce que faire la ville, on a l'habitude de faire des grandes opérations. Ce qu'on appelle les projets urbains, finalement, il n'y a rien de plus brutal, quoi. En disant, vous changez un quartier, à part la guerre, il n'y a rien qui est plus violent. Donc, la question, c'est comment aussi on a des projets, mais qui sont des moments où on relance finalement une dynamique de transformation progressive de la ville. On parle de l'île de Nantes, je cite dans le bouquin un objet singulier, extrêmement standard, le pavé béton, qui pendant une période de l'île de Nantes, la première saison, comme on dit, celle d'Alexandre Chemetov, a été utilisé pour faire les espaces publics, plus exactement les trottoirs. L'idée, c'est d'avoir des pavés qui sont déplaçables, qu'on va pouvoir monter, redémonter, etc. Et donc, finalement, d'avoir un espace public qui est adaptable, hein, qui va pouvoir suivre et accompagner la transformation du privé. Donc, aujourd'hui, on a des rues qui sont déjà en train d'être faites, qui sont démontées et donc remontées, comme on le faisait avec des pavés en granit ou autre. C'est un matériau un peu plus durable parce qu'on peut l'utiliser et le réutiliser, même si c'est du béton à l'origine. Ça, c'est un exemple. Et il y a un autre exemple dans la nouvelle étape de la saison 3. Hein. Ça, c'était la saison 1. On est maintenant à la saison 3 avec un nouveau quartier, le quartier République, aujourd'hui sur l'île de Nantes, lequel on teste d'autres façons de faire de l'aménagement, notamment de sortir du macro-lot avec un travail plus dans la dentelle sur les opérations de promotion, hein, classiquement. On a un aménageur, la Samoa, qui commercialise, plutôt que de filer tout ça à un gros qui ensuite va répartir avec des collègues.
travailler vraiment la coordination des îlots, etc., jusqu'à à créer des dents creuses, et à créer des accidents dans le tissu urbain sur lequel on a des espaces qui ne vont pas être commercialisés par la promotion, qui seront faits plus tard et qui pourront permettre de répondre à des besoins de petits opérateurs, d'individuels qui vont faire de l'emploi ou qui vont faire du commerce, ou qui vont faire du logement, etc. On crée des formes d'accidents dans le foncier. Moi, je trouve la démarche intéressante. On verra si elle fonctionne ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le projet de ville de Nantes, il y a bientôt 20 ans, et on est toujours en train d'expérimenter sur les processus. Et on est en train là de lancer un truc sur lequel on ne sait pas si ça va marcher en fait. Et je pense que c'est assez illustratif. On a besoin là d'imagination. Mais pas que d'imagination, de la créativité architecturale, mais dans les processus, les montages opérationnels, les modes de financement, les modes de portage, etc. Donc on a besoin de tout ça partout. Il y a plein de gens, il y a plein de gens qui testent. Donc ça, c'était un exemple. Je suis parti à l'échelle de l'aménagement, mais vu que vous en parliez comme ça, c'était aussi par l'aménagement public qu'on pouvait recréer une dynamique d'attractivité pour une ville et qu'en plus, dans cet exemple-là, ce qui était très intéressant, c'est que ça a été pensé pour convenir déjà aux habitants des quartiers. Et l'aménagement s'est fait pour les habitants des quartiers plutôt que pour essayer d'attirer d'autres habitants sur la ville. Et c'était déjà de répondre à un besoin, en tout cas local. Aujourd'hui, il y a un autre projet sur Pyramide des Îles où la question posée, c'est comment faire du logement dans le périmètre de la ville, ce n'est pas une friche industrielle, mais partiellement d'ailleurs, mais peu importe, on est bien dans le tissu urbain, on est bien dans du renouvellement, à proximité des futurs transports en commun, etc. Comment faire du logement, mais qui est à la fois bio-écolo et abordable. Comment on fait la somme du problème? Parce qu'on sait faire de l'écolo, mais c'est cher. On sait faire du pas cher, mais c'est pourri. Et on sait faire de la périphérie. Et non, ouais. Si, on a un vrai problème de qualité. Aujourd'hui, on sait faire du pas cher, mais c'est du béton branché. On sait faire du pas cher avec les procédés industrialisés sur lesquels on est en bout de course. On est vraiment en bout de course, faute de ressources, et on est dispendieux au niveau carbone. Donc, ça veut dire qu'on repose des questions de l'aménagement, notamment du parking. Parce qu'à un moment, posons les vraies choses, et c'est un peu l'éléphant dans la pièce dont personne ne parlait, c'est le parking, qui est le nerf de la guerre aussi de l'économie. Et aujourd'hui, je rappelle qu'on dessine nos chambres, la taille de nos chambres de logement sont déterminées par les places de parking. La taille des logements sont déterminées par les places de parking. La hauteur de nos bâtiments sont déterminées par les places de parking, etc. etc. C'est la bagnole qui dessine la chambre de nos enfants. Donc, c'est un choix de vie. Donc, moi, j'invite, et j'ai traduit d'ailleurs les écrits de Donald Shoup, spécialiste mondial du stationnement, chercheur à Los Angeles, là-dessus, où il démontre tout ça, la façon dont on a traité ça comme une anecdote, alors qu'en fait, on dessine nos villes avec des règles incendie, des rayons de giration de bus, des raquettes de retournement pour les camions poubelles et des places de station et des dimensions de places de stationnement. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'on les élargit pour les SUV? Non. Non. Si. Arrêtons. Arrêtons. Donc, ça, c'est la vraie question. Et c'est une question aussi de mode de financement. Et ils se sont posés la question de la montée en charge de la filière pour avoir une filière, notamment du biosourcé, qui décolle au moment où on fait de la production. Et comment est-ce qu'on fait décoller la demande de biosourcé au moment où l'offre est là et on vient synchroniser pour ne pas avoir des promoteurs qui veulent faire du biosourcé mais ils ne trouvent que 3 artisans qui ne peuvent pas tenir la charge, ou alors des artisans qui disent moi j'ai acheté une machine mais je n'ai pas de client. Il faut arriver à... Et donc, dans le cadre de l'opération d'aménagement, l'objet, pareil, on ne sait pas si ça marchera, c'est de synchroniser la montée en charge, et notamment en posant très tôt la question aux entreprises. C'est-à-dire que c'est l'aménageur qui met en place ce débat-là, qui fait émerger des filières avant d'imposer dans ces cahiers de charges de la promotion des normes qui vont faire que la demande sera là, avec des petits jeux qui sont assez intéressants. Parce qu'il y a toujours le risque de dire allez-y, moi j'attends. De dire en fait on sort tous les lots au même moment. Donc dire à la promotion en fait soit vous jouez pas, mais c'est maintenant ou jamais. Donc c'est intéressant, on a des jeux comme ça qui sont
Alors, on a ensuite une question, c'est comment gérer le patrimoine historique et classé dans les nouveaux modèles de densification? Alors, une fois de plus, on n'est pas situé dans la question, puis dans mon propos, voilà, il n'y a pas de, voilà, la densification, pour le coup, c'est un exercice qui est éminemment situé. Je répète que densifier en Vendée, c'est rajouter un étage sur des maisons qui n'en ont pas. Ce n'est pas un acte massif de transformation. Je pense qu'il faut qu'on ait un regard, mais qu'on commence à avoir, y compris avec des ABF, hein, ce n'est pas du tout le problème, un autre regard sur le patrimoine. Parce que finalement, on a un patrimoine qui est toute la vie déjà. Et en fait, quand on parle de patrimoine historique. Hein, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'industriel, sur lequel on a aussi du patrimoine industriel, mais qui est quelque part plus banal, moins respecté, moins classé, etc., avec lequel on peut travailler parfois plus souplement. En tout cas, on a l'habitude et on n'est pas dans le fait de figer. Et c'est vrai qu'on a un problème aujourd'hui quand dire patrimoine ou être dans un secteur patrimonial voudrait dire tout figer. Au moment où on a besoin de transformer. Hein, on a besoin de transformer, mais pareil, hein, on accepte au cœur de nos cités patrimoniales du parking à gogo, etc., etc. Mais on n'accepte pas un certain nombre de choses qui sont pourtant nécessaires. Bon, moi, je rappelle souvent qu'on a l'essentiel des bâtiments classés qui ne respectent pas les ZPP-AUP ou leur équivalent. Hein, ils ne respectent pas les normes du patrimoine. Enfin, moi, j'aime bien parler d'héritage. Plutôt que de patrimoine, un héritage, vous pouvez le refuser. L'héritage, ça vient du passé, ok, mais vous l'acceptez pour votre futur. Hein, vous l'acceptez pour en faire quelque chose. Et c'est assez intéressant de reposer la question comme ça. Et moi, je pense qu'il faut qu'on réappuie tout ça, ce qui n'empêche pas de protéger, hein, mais protéger aussi pour transformer, pour adapter à nos besoins, etc. On peut pas, voilà. Après, qu'il y ait des bâtiments qui restent des passoires thermiques, parce qu'il faut les toucher, c'est des traces historiques, contact. Pourquoi pas? Peut-être qu'il faut les utiliser différemment et avoir de l'ingéniosité, mais dans bien des cas, on a des gens qui savent faire quand on se pose la question et que ce n'est pas du on-off, on ne touche pas, on ne fait rien, etc. Il faut qu'on sorte de ces débats-là, mais ça touche à l'espace public, ça touche au sol. On parle de nature en ville, par exemple, quand je parle d'héritage, on parle de nature en ville. On fait de la nature en ville. Hein. Aujourd'hui, on met des espaces verts, on fait des forêts dans la ville. Alors, c'est des petites forêts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient virer un espace de stationnement, on vient utiliser de la terre végétale. Alors, la terre végétale, c'est quoi? C'est un déchet du chantier du lotissement d'à côté. Hein, donc, c'est un sous-produit de l'étalement urbain. C'est l'extension de la route nationale, etc. Déjà, ça pose un problème. Hein, et après, on vient planter, c'est-à-dire qu'on vient importer sur des porte-chars des arbres qui ont 15 ans, qui ont poussé en Allemagne. Ça va pas. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à réactiver des sols morts, hein, avec une ingénierie du sol, etc., qu'on ne pourra pas choisir n'importe quel végétal, et c'est le sol qui va nous dire ce qu'on va planter, et on ne va pas faire l'inverse, de mettre le sol qui va bien, mais aussi accepter de planter à côté, de planter plus petit, d'attendre que ça pousse, etc., etc. On va changer de logique là-dessus. Donc, voilà, sortons un peu de cette idée de patrimoine égal figé, et puis reposons la question vraiment de l'existence dans sa globalité. Voilà, après des bâtiments historiques, il y en a, il y en a peu. Et dans la même veine, alors c'est une question qu'on se pose souvent, c'est comment est-ce qu'on équilibre aussi, vous en parliez là à l'instant, ce besoin d'intégrer de la nature en ville et en même temps de densifier. C'est pareil, c'est par les méthodes utilisées finalement, ou par exemple, comme vous disiez, rajouter. Non, là ça pose des questions, des vraies questions de principe. Déjà, il ne faut pas densifier partout. Hein, on n'est pas obligé de rajouter au cœur de Bordeaux, etc. Enfin, densifier, c'est un processus contextuel. Le contexte fait qu'il y a besoin ou il n'y a pas besoin, c'est souhaitable ou c'est pas souhaitable. Hein, et puis, densifier, c'est la troisième boucle. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, c'est déjà la troisième. Donc, on peut trouver d'autres solutions déjà avant. Quand on en arrive là, pour moi, de façon systématique, en tout cas dans la vie dense, dans la vie minérale, la densification bâtie doit être associée à une densification végétale, mais pas décorative. Hein, du sol profond, du sol perméable, des arbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une toiture végétalisée, ce n'est pas 3 arbres qui vont à moitié crever sur le dessus d'une dalle de stationnement enterrée. Ça veut dire aussi de poser la question de l'espace public en parallèle de la question du privé, nécessairement. Hein.
Aujourd'hui, il faut qu'on retourne le dialogue en posant la question à l'opération privée, en disant en quoi sert-il le quartier? En quoi est-ce que tu viens finalement bonifier mon quartier, mon environnement? C'est une question légitime. Hein, aujourd'hui, la seule question, c'est non, il faut qu'il y ait un toit de pente ou comment négocier pour enlever 2 étages. Ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi tu viens là? Que viens-tu faire chez nous? Et d'aborder ce débat-là beaucoup plus tôt, donc de façon très différente, avec un autre rôle. J'aime bien dire qu'il faut changer les règles du jeu, mais aussi les rôles des uns et des autres, notamment notre rôle pour l'élu. Aujourd'hui, on est au bout du système et beaucoup de collectivités sont en train de réinventer ça. Tâtonne. Hein. C'est peut-être le lien avec votre question. Vous voyez, quel est le lien entre l'urbanisme tactique et l'urbanisme circulaire? Alors, en tout cas, si on s'entend sur la définition d'urbanisme tactique, qui pour moi est cette méthodologie appliquée à l'espace public d'essais erreurs, hein, c'est l'application du design à la matérialité de l'espace public, c'est un outil de dialogue. Hein, donc pour moi, c'est une méthode. Et c'est un outil de dialogue et sur lequel on teste des choses, on fait du léger, donc c'est complètement dans cette logique, c'est une autre échelle. Moi, je m'inscris complètement sur ces logiques-là, c'est-à-dire faire vite, faire de façon précaire et réversible, en parler, mais pas sur des plans, sur du concret, évaluer, ça on oublie toujours en France. Hein. Et, voilà, je rappelle que quand Times Square a été piétonnisé, c'était 6 mois avant les élections municipales. Hein, donc, exemple de volontarisme politique. Le maire de l'époque était un milliardaire hein, qui a inventé notamment des réseaux d'information financière. Donc, avec un dicton, hein, in God we trust, everyone else brings data. On croit en Dieu, tous les autres ramenent des données. Ça veut dire que quand ils ont piétonnisé Times Square, ils ont fait des enquêtes amont, ils ont relevé les chiffres d'affaires des commerces, ils ont fait des tracés, parce qu'il y avait déjà des puces GPS dans les... Ils ont fait des interviews des taxis, etc., etc. Ils ont piétonnisé Times Square, ils ont évalué. Non, ils sont allés voir les taxis, ils leur ont dit, bon alors au niveau de la circulation, oh, c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi, etc. Ça, comment on fait en France? On arrête tout. Il y a un commerçant pas content, on arrête tout, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les données GPS des taxis et ils ont démontré qu'en fait, ça avait fluidifié le trafic. Pas beaucoup, mais ça a fluidifié, ça n'avait pas bloqué. Et quand on démonte les choses, on s'appuie sur des faits réels. Hein. Aujourd'hui, la plupart du temps, on est sur... On peut plus se garer, première chose. Mes clients ne peuvent plus venir chez moi. Deuxième chose, quand on regarde et qu'on rentre dans l'hôtel, en fait, les clients ne viennent pas en bagnole, ils viennent à pied. Et en fait, on peut se garer, mais juste les places, elles sont juste à côté. Sauf qu'on n'a pas de données du stationnement. Hein, les politiques de stationnement qui ont été montées à San Francisco, c'est de faire varier les prix toutes les 6 semaines en fonction du taux d'occupation. De façon à ce qu'il y ait toujours des places. Hein, mais s'il n'y a plus de place, on augmente les prix, etc. La technologie, elle est française. Les modélisations sont faites à Grenoble. On a toute la capacité de faire et d'objectiver les choses. Sauf qu'on ne sait même pas compter les vélos. On a des données foireuses pour ça. Allons-y. Voilà. Combien de... Alors le top de l'évaluation hein, de l'urbanisme tactique, c'est la ville de Marseille qui a supprimé une Corona piste en 24 heures. Alors, c'était l'ancienne municipalité, hein, et autant vous dire que c'est une évaluation rapide. Hein, parce qu'il y avait des problèmes. Bref. Donc allons-y, mais faisons-le bien, quoi. Oui, il y a un exemple, notamment étranger. Est-ce que vous êtes retrouvé dans un cas de figure où vous aviez un exemple qui a fonctionné à l'étranger, où vous vous êtes dit en France, ça ne pourra jamais marcher parce que trop de normes, trop de règles, trop de lourdeurs administratives, etc. Alors, je pense qu'on a tous nos lourdeurs. Alors, on a quelques spécialités, mais quand vous allez en Suisse, il y en a quelques-unes, quand vous allez en Belgique, il y en a quelques-unes, etc., etc. Après, il y a des... je ne crois pas à la transposition, je ne crois pas au copier-coller. Et c'est bien tout le sel de notre truc, c'est vu que c'est non standard, il va falloir s'inspirer, mais faire différemment. Donc, typiquement, il y a un truc qui m'a beaucoup interrogé, beaucoup inspiré, c'est de voir à Bruxelles pléthore d'initiatives, avec notamment des promoteurs qui se mettent à faire de l'occupation temporaire, des designers qui vont faire de l'urbanisme tactique sur l'espace public,
des espèces de consultants qui viennent monter des coalitions d'acteurs de façon à activer des bâtiments vacants, réinventer la production dans la ville, des occupations de temps. Il y a plein de trucs partout, quoi. Et une espèce de richesse phénoménale. Quand on va un peu en dessous, hein, quand on va creuser, et en fait, j'ai mis du temps à comprendre, et quelqu'un m'a expliqué en disant, en fait, c'est tellement le bordel chez nous. On a tellement de couches dans notre pudding territorial, etc., qu'en fait, les collectivités ne font rien. Il n'y a pas d'initiative publique. Et donc, le privé vient compenser. Donc, c'est foisonnant avec un vrai problème, c'est que ça ne passe pas à l'échelle. Ça ne se pérennise pas, etc., parce qu'on n'a pas la force, la permanence de l'acteur public. Nous, aujourd'hui, en France, quand on a un problème dans la rue, quand c'est sale sur le trottoir, quand on aimerait planter 3 tomates au pied de l'arbre, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la mairie pour demander l'autorisation. On fait des permis de végétaliser, etc. Partout dans le monde, ailleurs qu'en France, si vous voulez végétaliser, vous végétalisez. La mairie s'en fout. De toute manière, elle ne s'occupe pas de l'espace public, c'est un délaissé. Hein, et donc, il y a de l'initiative, etc. Ça, je trouve que c'est assez inspirant et ça pose vraiment la question du rôle des uns et des autres. Et aujourd'hui, on attend trop la collectivité, on attend trop de l'élu pour prendre l'initiative. Et on peut prendre, moi je crois beaucoup à ça, à des initiatives locales qui soient coordonnées, gérées d'une façon par la puissance publique, que ce ne soit pas une appropriation. Mais comment est-ce qu'à un moment, on laisse faire des trucs pour que ça émerge et puis on vient arroser les graines qui poussent de façon intéressante. Ça, c'est vraiment c'est un exemple d'inspiration. Ouais. Mais je parlais du foncier économique. Il y a la fondation des terrains industriels à Genève qui travaille sur ces questions de foncière, bâtimentaire, mais aussi du sol, pour activer les zones d'activité économique. C'est venu très tôt parce qu'ils ont créé très tôt aussi une pénurie de foncier en préservant des sols agricoles. Pour la question de l'autonomie du pays, c'est-à-dire comment on se nourrit s'il y a un conflit mondial, qu'on doit fermer les frontières. Donc il y a les terres d'assolement, je crois que ça s'appelle, qui sont des terres agricoles qui sont lourdement bloquées à l'urbanisation. Donc on a créé une pénurie très tôt. Donc très tôt, on s'est posé la question d'optimiser l'usage du foncier. Alors que nous, c'est le moment, on est encore à cette époque-là, où la question c'est est-ce qu'on a encore 20 hectares de rab de notre activité au cas où? Si Toyota veut faire une nouvelle usine, il faut que tout le monde ait ses 20 hectares. Quoi. Bon, voilà, c'est pas les mêmes cultures. Là, c'est inspirant, mais on voit bien qu'on n'est pas dans le bon contexte encore. Si le chat ne progresse plus, je vous propose de mettre fin à ces échanges intéressants, inspirants pour reprendre vos mots, de remercier ceux qui se sont connectés, ont assisté, ont nourri cette conférence de leurs questions et de leurs réactions. Et de vous inviter, alors on publiera, parce que les dates sont en cours de calage, on rêvait de revenir à du présentiel, mais c'est pas l'air d'être la tendance du moment, donc voilà, on est en train de regarder tout ça, mais nous rediffuserons sans doute prochainement les dates de la prochaine conférence de l'agence, et on espère vous y retrouver sur une autre entrée, une autre thématique tout aussi intéressante que ce soir. En tout cas, c'est le vœu que moi je formule. Merci, Monsieur Grisot, pour cet échange. Et puis, je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.